Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée, bon début de week-end, bon début d'été. Bienvenue à la dernière de la saison 7 de JC. On va la savourer ensemble jusqu'à la dernière seconde à 19h ce soir. Les Alouettes, c'est bien lancé la semaine dernière à Hamilton. Ils ont obligation de le refaire ce soir devant vous, précieux partisans de l'équipe, au stade Percival Molson, alors que les Argonauts de Toronto sont les visiteurs. On y revient dans les prochains instants. Le temps de vous dire que Nikita Kucherov est le récipiendaire du trophée Hart. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une attribution qui, moi, me touche pas bien dans le fond. Tu sais? Mais ce que j'aime, c'est voir que Nick Suzuki a terminé 5e du scrutin, Cole Caulfield, 8e, et Lane Hudson, 15e. On parle quand même du joueur par excellence le plus utile à son équipe au cours de la dernière saison de la Ligue nationale de hockey. La finale de la Coupe Stanley peut se jouer dimanche à Las Vegas lors du match numéro 6. Si c'est le cas, c'est que les Hurricanes de l'increvable Jordan Staal seront les champions 2026 de la LNH. Staal a encore scoré dans la victoire des Hurricanes hier soir, 4-2 à domicile. Un but dans un 5e match de suite en finale de la Coupe Stanley. Maurice Richard a fait ça, Jean Béliveau a fait ça, et quelques autres illustres, dont un en 1918. Et le livre des records de la Ligue ne semble pas se rappeler pour quelle équipe. Ça, c'est particulier. Mais ce que Staal accomplit actuellement est phénoménal. Et j'ai plusieurs de mes camarades estimés que j'aime beaucoup, de jeunes collègues pleins de talent que vous allez entendre, voir, lire très longtemps dans l'espace public, qui ont autour de 30 ans et qui ont la fâcheuse habitude, je le dis avec respect, là, mais je veux le dire clairement pareil pour être bien entendu, qui ont la fâcheuse habitude de s'imaginer, du moins c'est l'impression qu'ils nous donnent à nous, ceux qui sont nés un peu avant eux, que sans eux, point de salut. Et que tout ce qui a plus de 30 ans ne vaut pas une claque puis n'a rien fait qui vaille avant. Je dis ça parce que souvent, j'ai des algarades avec ces 10 camarades autour de la date limite des transactions, à titre d'exemple. Il y a un très bon vétéran qu'on pourrait cibler, qu'on pourrait aller chercher. Pourquoi? Pourquoi on gaspillerait un vulgaire choix de 2e tour pour faire l'acquisition d'un gars qui a passé 35 ans? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un gars de 35 ans? Regardez ce que Jordan Staal fait avec les Hurricanes de la Caroline. C'est même Jeannot, que j'aime beaucoup, qui des fois disent « Ah, la Ligue est vite, plus vite que jamais. Le Canadien joue un style de jeu rapide. C'est ça que ça prend. » Gallagher, pas d'affaire sur glace-là. Mark Stone est peut-être le plus lent des deux équipes en finale de la Coupe Stanley. Ça ne l'empêche pas d'être l'une des principales menaces des Golden Knights de Vegas et une grande inspiration de cette équipe. Alors, à tous ces jeunes camarades qui n'ont pas toutes d'envie, même s'ils le croient, parce qu'ils n'ont jamais vu une Coupe Stanley de leur vivant chez le Canadien, à tous ces jeunes camarades, je dis, cette Coupe Stanley se gagne de sang, de sueur, d'eau, mais de vétérans qui savent comment. Observez attentivement Jordan Staal, Mark Stone et comprenez ce qui manque essentiellement à celle que l'on se plaît à dire « Et c'est la plus jeune équipe de la Ligue nationale, le Canadien. » C'est pas une bonne nouvelle au point où on est rendu. Moi, je veux plus rien savoir que le Canadien soit la plus jeune équipe de la Ligue nationale. Dès l'an prochain, je veux qu'elle soit dans le milieu du peloton. Ça veut dire qu'on a ajouté les éléments pertinents qui vont nous permettre de passer au tour suivant. On va aller parler avec l'agitateur Antoine Roussel. On s'est fait nos babayes pour l'été hier. Lui et moi, on ne semblait pas savoir qu'on se reparlait ce soir. Comment ça va, mon Rooster?
Salut Jean-Charles. Écoute, j'étais stressé. Les dernières 90 minutes ont été vraiment exaltantes. Le Canada gagnait pas, puis finalement ça a poussé jusqu'au bout. Écoute, j'ai vu un geste que je vois pas souvent au soccer. Je pense qu'on dit Bosniaque, qui attrape le joueur canadien par le cou, qui le fait un takedown. J'étais impressionné. J'avais jamais vu ça au soccer, comme quoi tout est nouveau. Et j'ai adoré le match. Malgré tout, on n'a pas été capable d'aller chercher la victoire, mais ce n'est que partie remise. Exactement. On en parlera d'ailleurs un peu plus tard à l'émission là, avec Tony. Mais ça part sur un nul, c'est parfait parce que je trouvais que ça partait broquette un peu et que ça annonçait pas ça. Fait qu'au moins, on a un nul contre les Bosniaques. Voilà, on n'a pas tout perdu. Exact. Ça, on se met en forme. On se met dans le bain, la machine se réchauffe et vers la fin de match, on a vu du très bon soccer pour vrai, là. Fait que je suis vraiment excité pour ce qui s'en vient. Bon, je parlais de l'importance de bons vétérans lorsque tu veux charrier une équipe à l'étape ultime et qui s'est rendu là, la gagner. Si quelqu'un doute que Jordan Staal et Mark Stone savent comment ça marche, savent comment faire et ont à cœur de le faire, bien, je pense qu'ils ont juste pas regardé les matchs. Ben écoute, Jean-Charles, ça te prend des vétérans dans une équipe, ça te prend des gars qui ont du millage. Tu sais, le fait de jouer en séries éliminatoires, même pour des jeunes joueurs, ça va leur donner du millage, mais ça t'en prend des gars qui ont vécu plein de situations. Tu sais, je me rappelle une situation, mes premières séries éliminatoires, il y avait de la bousculade, on jouait contre Anaheim, puis écoute, on s'en allait gagner le match. Puis juste en dernière seconde, Corey Perry fait du Corey Perry, amène un autre gars avec lui dans le banc des punitions. Ça fait que c'est un 4 contre 4, mais eux avaient un avantage numérique indéniable. Là, ils arrivent, ils nous font un 5 contre 4. Boum, ils nous marquent un but, puis on perd notre série de même. Ça te prend des vétérans. Pourquoi? Parce que ils les ont vécu des situations. Puis des fois, là, tu peux l'imaginer. C'est comme les entraînements. Tu vas t'entraîner aussi fort que tu peux en gymnase ou en pratique, puis ça vaut pas un match. Tous les joueurs vont te dire ça. Donc, quand tu as des joueurs qui en ont vu là, des séries éliminatoires, qui en ont vu des matchs dans la Ligue nationale, la majorité des situations, ils les ont déjà vécues. Ils ont probablement eu des échecs dans ces situations-là, mais ils ont été capables de trouver souvent des solutions. Donc, c'est important d'en avoir. C'est important d'avoir un vent de jeunesse aussi. Mais tu vois, il y a des équipes, Jean-Charles, qui ont la fâcheuse habitude que si tu fais pas les séries, ça te prend toujours des jeunes. Mais ça t'en prend quand même des vétérans. Puis il y a eu un vent de fraîcheur dans cette ligue-là qui a fait. Et puis le cap salarial a fait en sorte que justement, on misait beaucoup sur les jeunes et ben t'en as un petit peu moins. Veux pas là, des gars comme tu mentionnais là, d'aller pas des Mark Stone nécessairement, mais de la belle profondeur qui t'aide justement à passer des fois une ronde de série. Chose que dans certaines équipes tu n'as plus en ce moment. OK. Est-ce que les Canes ferment les livres dimanche où on aura vraiment un match numéro 7 dans cette finale? Parce que j'ai adoré le cockness de Torts qui dit « Moi, je laisse mon linge à l'hôtel puis je reviens le chercher à la game numéro 7. » Mais quand un gars dit ça, parce qu'il est nerveux. Tu trouves? Complètement. Confiant, mais pas certain. Des fois, écoute, là, cette arrogance-là, c'est un manque de confiance que ça camoufle. Ben, peut-être, là, je le sais pas, mais tu sais, des fois, ça te prend des fois, faut que tu le... T'as une expression qui dit, des fois, faut que tu fasses semblant jusqu'à temps que tu le ressentes, là. Ben, écoute, c'est une mauvaise traduction, d'ailleurs, mais il reste que c'est ça pareil. Est-ce que Torts essaie de faire ça avec ses joueurs, d'embarquer, de faire en sorte que la roue tourne dans la bonne direction? Je pense que oui. Puis, en fait, en soi, ils ont assez de joueurs. Tu parlais de vétérans un petit peu plus tôt qui ont vécu des expériences. Je pense que Vegas, ils en ont, là, à la tonne des joueurs qu'ils sont capables de rebondir. C'est pas dans un sac, là, loin de là, pour la Caroline. Je pense que ça peut se faire sur la route en plus, que la Caroline ramasse la victoire, mais justement que Vegas ramasse cette victoire, profite de l'avantage de la glace pour une fois et force un match numéro 7. Donc, je pense que tout est possible. Il n'y a rien de garanti dans cette série-là, Jean-Charles. Est-ce qu'on aurait pu croire que Vegas allait perdre 2 matchs de suite? Écoute, tu me l'aurais dit, je t'aurais pas cru. Moi non plus. OK. Gagner la Coupe Stanley sur la route, Antoine. Il paraît que c'est bien le fun.
Je sais pas pourquoi. Moi, je préférerais la gagner à domicile, oui. mais tu as eu des témoignages de gars qui disent « Hey, gagner sa route, c'est trippant. » Comment ça? Je le sais, écoute, mais j'en revenais pas moi non plus la première fois que j'ai entendu cette histoire-là. Et là, je te ramène à Patrick Sharp. Patrick Sharp qui a gagné sa première Coupe Stanley au United Center à Chicago. Là, il me disait c'était fou, c'était malade, il y avait plein de monde, tout le monde était là. Mais il disait que c'est généralement le dernier moment que tu es avec ta gang, ton équipe. Les gars, ton équipe rapprochée. Pas tout le monde, pas l'ami de l'ami ou l'ami du propriétaire ou l'ami de l'ami. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui se ramasse, qui ont pas nécessairement leur place là. Tout le monde a sa place là dans le sens où les amis, tout ça, tu les veux sur place. Mais il reste que Patrick Sharp me disait que la deuxième Coupe Stanley, parce qu'il en a gagné 3, Patrick, qu'il l'avait gagné. Ils l'ont gagné sur la route et il avait tellement aimé ça parce que justement, c'était la dernière soirée que les gars ont vécu ensemble, le dernier moment qu'ils ont partagé. Et il disait que en rétrospective, et ça c'est quand j'étais à Dallas avec lui qui me disait ça, que ça avait été sensationnel puis qu'ils avaient vraiment pu en profiter cette fois-là et ça avait été vraiment différent. Puis j'ai envie de te dire que Andrew Ladd m'a dit la même affaire. Donc, j'ai pas joué avec 50 gars qui l'ont gagné 2 fois, pas avec 50 gars non plus qui l'ont rien gagné qu'une fois, mais il reste que ces joueurs-là avaient du vécu, ils partageaient. Et tu parlais d'expérience plus tôt, ben, c'est le genre de vétéran que tu as besoin pour épauler des jeunes joueurs comme j'étais quand j'étais plus jeune. Est-ce que le Canadien a l'obligation d'être actif en marge du repêchage et d'ici l'ouverture, y incluant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, Antoine? Ça commence par un 1 et 2-0, Jean-Charles. 100%, il faut que le Canadien soit actif. Ça tombe pas du ciel. Le pipeline de joueurs, il est pas à sec. Il y en a des joueurs disponibles pour le Canadien. Je pense que on est rendu à l'étape d'appuyer sur l'accélérateur et d'amener ça à un autre niveau. Je suis convaincu que le Canadien va être actif. Convaincu. Je le suis aussi et c'est peut-être un vœu pieux, mais j'aime y croire. Alors, faisons ce vœu ensemble. À nouveau, un excellent été à toi, Antoine. Merci pour les superbes moments. Le caractère collectif de ta démarche également, qui est très apprécié. On se voit très bientôt. Ça marche, Jean-Charles. Salut! Salut, Antoine. On s'en va à Washington, dans la capitale américaine. Maintenant, l'UFC est sur le gazon de la Maison-Blanche. Et dans 48 heures, Benoît Beaudoin a mis les gougounes de circonstance. Benoît, je présume que l'animosité monte lentement mais sûrement en marge de l'UFC Freedom 250. Ouais, puis il était temps, je vais te dire, parce que la semaine est longue. Normalement, les galas, c'est le samedi, hein? Et là, c'est le dimanche. On était comme depuis mercredi, jeudi, dans une période de flottement où il se passait pas grand-chose. À partir de ce soir, là, on aura droit à des face-à-face, enfin. Derrière moi, Lincoln Memorial. Ce soir, autour de 20 heures, conférence de presse officielle, donc face-à-face notamment entre Eman Zahabi et Sean O'Malley, un autre. Demain, même chose ici, demain soir, pesée cérémoniale aussi, un dernier face-à-face. Donc, on va se croiser, on va s'échanger des insultes, peut-être, quoi qu'entre Eman et O'Malley, on ne s'attend pas à des feux d'artifice, mais ça devrait barder là, quand même au niveau de la conférence de presse. Tu sais, la Maison-Blanche et la vedette, je t'en parle depuis le début de la semaine, là, mais on met en vedette le Lincoln Memorial, ça va être très, très beau également et très intéressant là, ce soir. Les amateurs de l'UFC, tu le vois en plus, là, commencent à arriver en masse à Washington. Donc oui, ça commence, là, on le sent. Si on parle plus succinctement, Benoît, de certains combats, notamment celui d'Eman Zahabi contre O'Malley, comment notre Montréalais, qu'on aime beaucoup, peut parvenir à vaincre cet Irlandais? C'est une grosse commande, là. C'est une très grosse commande, négligée à quoi? Autour de 4 contre 1, là, Eman Zahabi quand même. Oui, c'est ça. On a parlé de la politique, on a parlé de tout ce qui entoure l'événement. Parlons du sport un petit peu, là. Eman Zahabi, Sean O'Malley, 2 combattants qui se spécialisent dans le combat debout. Si on regarde les statistiques, si on regarde sur papier, O'Malley, un des meilleurs boxeurs purs à 135 livres dans la catégorie des poids coqs, alors qu'Eman, dans sa séquence de 7 victoires, n'a fait aucune projection. Lui aussi, il s'est démarqué grâce à ses attaques debout, son kickboxing. L'immense faiblesse d'O'Malley, on le sait, son jeu au sol s'est fait amener 14 fois au sol dans ses 3 derniers combats. Imagine.
Et ce qu'on ne sait pas d'Eman, parce qu'il ne l'a pas montré à l'UFC, c'est qu'il est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc moi, je pense que c'est vraiment une carte cachée qu'il devrait utiliser cette tactique-là. C'est peut-être un peu moins excitant. Eman a très confiance en son jeu debout, mais s'il amenait ça au sol, d'après moi, il a un clair avantage devant O'Malley. Donc, on verra comment ça va se passer. J'ai questionné les deux hommes là-dessus un peu plus tôt cette semaine. On les écoute. Là. OK. Je ne sais pas si ça va le surprendre parce que je pense qu'il a dit cette semaine que le game plan de Eman, c'est de kicker ma jambe et de m'amener au sol. Ouais. Mais je pense qu'il parle juste de ses faiblesses. T'sais. Et je pense que ça va surprendre à quel niveau je suis en lutte. C'est dans mon grappling et dans mon jiu-jitsu. Moi, je suis ceinture noire depuis 2017. Donc, moi, j'ai une très belle confiance dans ma lutte, très belle confiance dans mon jiu-jitsu, mais je ne vais pas me garrocher pour rien. Si je gagne le striking, moi, j'adore ça. Je pense que je vais lui faire vraiment mal debout. S'il y a une opportunité pour l'amener au sol, je vais le prendre. He's been saving his takedowns for the Sugar Show. Yeah, there's just no way he comes in there and his game plan is not to try to take me down. He can't strike with me. He's not going to be able to. And whether that's plan A or plan B, it's in their plans. O'Malley, là, il va dessus. Ça s'enlève-tu, ça? Ou c'est une perruque ou je rêve-tu, moi? Non, mais il est toujours comme ça. Là. Il est toujours comme ça. On l'a vu dans, il est passé chez la coiffeuse là, juste avant de venir, expressément pour l'occasion. Visiblement, ou au magasin de costumes. Je ne sais pas trop, mais en tout cas. OK. Tu parlais de tes jeunes collègues de 30 ans. C'est cette génération-là? Oui, non, mais c'est correct. C'est parfait. C'est juste que tu t'en vas pas faire des chiens en ballon, là. Tu t'en vas affronter Ayman Zahabi. Je veux dire, à un moment donné, mettons que je préfère la classe d'Ayman dans ce cas-ci. Oui, exact. Tu t'attends quoi pour le reste de la carte? Carte sensationnelle, je veux dire, il y en a seulement 7 combats, là. Donc, on est allé avec la crème de la crème. Je vais te parler rapidement de la demi-finale. Cyril Gane, 4e fois en combat de championnat. Pour Alex Pereira, 7e fois. Il tente d'aller chercher un titre dans une 3e catégorie de poids. Ce serait du jamais vu. Cyril Gane, tellement sympathique, il a fait ses classes au Québec. Il était champion de l'organisation TKO. Il a l'expérience des combats de championnat, mais comme je le disais, les deux, là, mais il sent que cette fois-ci serait la bonne. Il a cette pression de devenir le premier véritable champion français. Il a été champion intérimaire en 2021. 5 ans plus tard, tente de le redevenir. C'est une ceinture intérimaire est en jeu. Donc, écoutons Cyril également, que j'ai rencontré mercredi dernier. On s'habitue à ce genre de gros combats. On a l'avantage de s'habituer de la bonne manière, c'est-à-dire que la gestion des stress, la gestion des médias, toutes ces choses-là, c'est quelque chose du coup qui fait partie du process et dans lequel je me sens vraiment confortable. J'avais oublié qu'il s'était entraîné ici et qu'il avait été développé ici, lui. OK, hey, profite bien, c'est précieux. Je te sens excité puis je le suis pour toi. Ça va être extraordinaire. Une fois rendu, là, ça vaut à peine. Puis moi, je raterai rien de l'action. Je te souhaite un bel été. Merci. Les deux premiers à TVA Sport en plus. Oui, absolument. Merci pour la belle collaboration. Jean-Charles, bon été, bonnes vacances. Profite-en. Toujours un plaisir, mon ami. Bye bye. Merci, mon ami. Salut et bon gala. On s'arrête en pause. Au billet de saison, vers 18h tantôt, c'est l'été, qu'on le veuille ou non, le plus déterminant du règne de Jeff Gorton et Kent Hughes avec le Canadien. Pas pour les précédents. Le plus déterminant est aussi pour les 5 à venir. On s'arrête en pause et on revient avec les Alouettes. On rejoint Mathieu Bédard aux abords du terrain du stade Percival Molson de l'Université McGill. Ouverture locale des Alouettes ce soir. Après Hamilton la semaine passée sur la route, voilà que débarquent les Argonauts de Toronto. Comment ça va, Matt? Ça va très bien. Bonne dernière, JC. Merci. À toi aussi, bien sûr. Il y a un petit peu de toi là-dedans. Ah, un petit peu. Ben, un peu, beaucoup, là, mais tu sais, c'est pour que les gens disent de quoi ils parlent. C'est un travail d'équipe. Travail d'équipe. On fait bien ça. Davis Alexander, tout à fait. Davis Alexander a été tantôt coup-ci, coup-ça, mais de façon générale très bon la semaine dernière en levée de rideau à Hamilton. Qu'est-ce qu'il va faire ce soir devant son public ici à Montréal? Lui qui déteste pas haranguer, défier l'adversaire et surtout offrir un bon show au monde. Oui, et les gens aiment ça le voir à domicile ici. Les partisans adorent Davis Alexander. La semaine dernière, 336 verges dans la victoire face aux rivaux, face aux Tiger Cats d'Hamilton. Et là, il revient ici à domicile. Et je laisse regarder quelques chiffres intéressants de Davis Alexander lors de ses 7 derniers matchs, série et saison. Fiche de 6 victoires, 1 défaite.
304 verges de moyenne. Donc, c'est vraiment impressionnant. Il a vraiment amené son jeu à un autre niveau. On le voit sur le terrain. Et on voit de plus en plus le joueur que Danny Machocha nous vantait, qui disait qu'il pourrait être un des meilleurs carrières du circuit. Complètement. S'il déploie ses ailes dès le premier quart ce soir, c'est un possible match de 400 verges qui l'attend. Possiblement parce qu'on sait que les Argonauts de Toronto, c'est probablement pas la meilleure formation dans l'Est. L'an dernier, ça a été très difficile. Et là, on a hâte de voir comment Davis Alexander va fonctionner sans Cole Speaker. Je parlerai un petit peu plus tard de ça. Mais on le sait que les Alouettes sont capables de générer de l'attaque. La semaine dernière, ils ont seulement joué 2 quarts, le 2e et le 4e. Et ils ont quand même fini avec une très bonne rencontre. Donc, s'ils commencent le match tôt, ça pourrait être très intéressant de voir ça. Bon, justement, parlons-en là, de Speaker et des blessés dont tu nous as entretenu un peu plus tôt cette semaine. Ça provoque des ajustements chez les Alouettes. Oui, absolument. Cole Speaker qui va être absent pour 6 matchs au minimum. Et là, je vous laisse regarder la charte des positions du côté des Alouettes qu'on nous a fournie. Et en bas à droite, on voit le numéro 88, Marco Dubois, le centre arrière qui ce soir va jouer au poste de receveur. Et lors du dernier match, il a eu 2 attrapés pour 15 verges. Et Marco Dubois, sa meilleure saison en carrière a été 5 attrapés, 95 verges. Donc déjà ce soir, il pourrait égaler justement son sommet personnel. Et ça va être intéressant de voir comment ils vont l'utiliser. Lui qui fait 6'4", 235, très robuste, déjà un jeune vétéran dans la formation. On va également surveiller les 2 porteurs de ballon que je te parlais un peu plus tôt cette semaine, le duo Travis Teese et Shamari Lawrence qui vont débuter le match ensemble. Ouais, Dubois a vraiment le physique d'un ailier rapproché au football américain. Là. Mais ici, oui. on appelle ça un slot. Là. C'est un ailier inséré, c'est un receveur inséré. Mais parfait, il est physique, puis ça, c'est bon. T'as un marteau-piqueur, là. C'est surtout bon pour les verges après les attraper également. Bon, quoi de mieux pour ce premier match que de recevoir l'ennemi juré, les Argonauts, qui, eux, jouent à cache-cache. Nouveau système défensif, disent-ils. Et ils sont encore munis quand même d'une puissance au poste de quart arrière là, qui, malgré les blessures, persiste et signe. Et oui, et ce soir, on va voir le retour de Chad Kelly, premier match en presque 600 jours. Son dernier match était lors de la finale 2024 face aux Alouettes de Montréal, où il s'était blessé à la jambe. Il a raté l'entièreté de la saison 2025. Et là, ce soir, il effectue son retour. Il va retrouver le receveur québécois Kevin Mittal, qui a fini 2e rang l'an dernier avec 102 réceptions. Et comme tu parlais, un nouveau système de la part de l'entraîneur-chef Mike Kelly, 45e entraîneur-chef des Argonauts de Toronto. Je rappelle que les Argonauts, la semaine dernière, ont eu une semaine de congé. Donc, ils arrivent ici frais reposés, mais avec quelques ajustements qu'ils devront faire dès le début du match. Je ne peux pas croire que Kelly s'était relevé après cette blessure épouvantable. Il n'était pas sans rappeler Moïse Alou, Joe Theismann. Oui. Les pires blessures au très, très bas du corps de l'histoire du sport professionnel. En terminant, on va rendre hommage à un gars qu'on aime beaucoup, récent retraité des Alouettes ce soir. Oui, retraité à 31 ans, Marc-Antoine Dequoy, qui ce soir va ouvrir la cage et qui va être... On va lui rendre hommage, les partisans, on lui rend hommage tout au long du début de la rencontre. Et Marc-Antoine a vraiment marqué à sa façon les Alouettes de Montréal lors de ses 5 saisons, dont avec la Coupe Grey 2023. On a hâte de voir cet hommage-là, les gens ont hâte de le voir. Je tiens en terminant également à dire que le match commence à 19h. Il y a 1 ou 2 nuages, mais on dirait qu'on va être capable de s'en sauver puis avoir une belle température pour du football ce soir. Fantastique. Bon été à la couverture des Alouettes et du tennis et de tout le reste. Repose-toi quand même. On se voit sur la montagne. On macère, on fait cuire, puis on se tire à l'eau. Salut, mon chum. Absolument. Bon match ce merci, soir. JT. On a 3 entrevues pour vous ce soir. Marc-Antoine Dequoy, Pierre-Luc Dubois, Marc-André Fleury. Au retour, c'est Marinaro. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Wow, bello! C'est la dernière de la saison, là. Je vais être émotif, là. C'est la dernière de la saison, en effet, là. Oui. Mon contrat prend échéance. Est-ce qu'on négocie sur place? Ça a été, c'est ça, être émotif. Ça a été l'émotion de Tony, c'est l'argent. Toujours l'argent. Ça a été une belle année. N'est-ce pas? Ça a été vraiment une belle année. Rempli de rebondissements. C'est vraiment amusé, puis il faut dire,
on remercie aussi. Le Canadien nous ont donné du bon stock cette année. Hein. Ça a été formidable. Là. Ça a été formidable. On a fait le plein, là, puis on fera pas des clips de 8 minutes pour le dire, Oui. là, mais on a fait le plein. On fera pas de rah-rah. Moi, je suis parfaitement conscient que le Canadien est le joueur par excellence de tous les médias qui ont pété des scores. À un moment donné, il faut le voir comme il faut le voir, tu comprends? Puis incluant tous les podcasts, puis tout ça. Tout le monde a monté en flèche partout. Je vais le dire pour toi. Tout le monde a des records d'audience. Tout le monde a des records d'audience. Tout le monde a le meilleur chiffre. Puis ça ne veut pas dire que tout le monde a fait un bon travail. Donc, tu peux te vanter tant que tu veux. Ouais. Ben, ça, t'aurais pu mettre... ça, c'est l'autre affaire. Tu aurais pu mettre Joe n'importe qui au micro. Il y aurait eu des bonnes cotes d'écoute parce que c'était pas vraiment les shows. C'était le produit, c'était les Canadiens. Bien sûr. Grâce aux Canadiens, tout le monde a eu une bonne année. Donc, merci beaucoup. Il y en a, les vrais, qui vont donner au crédit aux Canadiens. Puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est eux, puis ils vont se péter les bretelles. Puis merci au CH, pour vrai. Merci Et au CH. d'autres saisons comme ça. Oui. Allons plus loin encore l'année prochaine. Oui. Le Canada s'en tire à bon compte. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Parce que moi, je m'en venais, puis là, finalement, on s'en sort avec un nul. Oui. Mais dans la défaite, je partais pour te dire, on est-tu juste content d'être là ou on veut vraiment... Non, le Canada n'était pas content juste d'être là. Le Canada, c'est eux qui ont forcé la note aujourd'hui face à la Bosnie. C'est sûr que leur deuxième demi était bien meilleur que la première demi parce qu'ils sortent de la première demi. Évidemment, ils tirent de l'arrière par la marque de 1-0. Donc là, ils se disent, dans la deuxième demi, on va donner le tout pour le tout. On joue devant nos partisans. Ça a été un excellent match de soccer. Là. C'est au niveau, est-ce qu'il y a eu des déchets techniques? Oui, il y en a eu. Comme on s'attendait à voir. Le Canada, c'est une équipe nationale de soccer qui joue un style de soccer assez direct. Et ils ont quelques bons joueurs qui peuvent faire la différence dans les 1 contre 1. Fait intéressant. Écoute, un des meilleurs buteurs de tous les temps du Canada, évidemment, Jonathan David, qui avait vraiment peut-être un bon chance de marquer, ça c'est sûr, mais il aurait peut-être même pu faire mieux puis marquer peut-être 2 buts aujourd'hui, Jonathan David. Malheureusement, c'était pas sa journée. C'est un joueur vedette, là. C'est un joueur qui a déjà été le meilleur buteur en Belgique. Il avait été le meilleur buteur à Lille, en France. Il a joué pour la Juventus la dernière saison en Italie. C'est un joueur de renommée et pourtant... Un joueur important dans l'équation. Là. Jesse Marsh l'a enlevé après 61 minutes de jeu. Et ça aussi, le Canada qui était sans leur meilleur défenseur central, Moïse Bombito, lui blessé mais sur le banc, sans les services d'Alfonso Davies qui pouvait jouer latéral gauche ou allié gauche ou genre de piston. Une autre lourde perte. Une autre lourde perte. Puis même là, c'est Richie Laryea qui était le latéral gauche qui s'est fait battre sur le but pour donner, évidemment, un corner. Puis là, ensuite, s'est fait battre par la tête d'un joueur de la Bosnie qui a marqué le premier but. Mais Laryea est revenu en force. Il y a eu tout un deuxième demi. Ils ont inséré Ali Ahmed dans la deuxième demi. Ça portait free. Et Kyle Larin, quand il est rentré à 76e minute, ça lui a pris 2 minutes pour égaler. Donc, bravo à Kyle Larin. Bravo au Canada. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Mais la catastrophe est évitée. Parce que je pense que les deux vont battre le Qatar, mais je pense que le Canada ont plus de joueurs offensifs, donc ils pourront marquer plus de buts contre le Qatar. Moi, je pense que la Suisse va gagner le groupe. Je pense, mais tout est ouvert parce que si le Canada bat la Suisse, évidemment. Mais je pense que le Canada a des bonnes chances de finir deuxième. Espérons-le. Puis il y en a un qui a prédit la marque de 1-1 plus tôt ce matin. J'oublie son nom, c'est un bon mec aux cheveux frisés noirs. Ah ouais. Les yeux bleu-vert. Un gars qui se vante jamais. Il ne vante jamais. Il a aussi prédit le 2-0 de Mexique hier. Ouais. Donc 2 en 3. Mais il se vante jamais. Là. Jamais. Non, jamais. Mais Barry Horowitz le faisait dans la WWE. T'en souviens-tu de Barry Horowitz? Barry Horowitz. Tabarnak. Sentait l'Irish Spring. En passant, là, es-tu parenté avec George the Animal Steel? Parce que je vois des... You! Ça a été... Attention, parce que je pourrais bouffer tes bourrures. Ça a été une journée historique de sport au Canada. Écoute, c'est une journée qu'on ne va jamais oublier. Puis les chanceux qu'il était là... C'est pas pire le décorum de BMO Field. Là. Ouais. C'est pas pire. On est loin des grandes enceintes. Oui. Mais moi, je ramène ça à notre parc ici à Montréal. Oui. Regardez ce qu'ils sont parvenus à faire. Oui. C'est pas des estrades de fortune qu'on a ajoutées. Non. On est capable de faire ça au Stade Saputo. Oui. Fait que lâchez-les le bégo, là. Ouais. Quand tout le monde s'en va au bégo puis détourne l'attention sur le bol à côté, là, c'est que tout le monde veut sacrer son camp. Moi, je suis pas dupe puis je le vois.
Fait qu'arrêtez de nous entraîner dans les dédales du bol pour nous flusher avec le bol de toilette. Restez au Parc Saputo, vous lavez le terrain, vous lavez le stade, vous lavez la base. Ça s'arrache du gazon pour mettre du chauffant en dessous puis repartir. Et le toit? Mais t'as pas besoin d'un toit, ta si tu réchauffes et tu le fais, si ton stade est hivernisé, oui, ta surface, on veut aller 2-3 matchs avec des flocons. Ben, y aller, moi, avec Mathieu, mes mitaines, ça va faire... We the North, ça va faire partie du charme de l'affaire. Écoute, je dirais pas que je suis en désaccord avec toi parce que, oui, c'est une fois qu'ils vont rénover le stade, là, ça va prendre du monde qui vont vouloir aller voir des matchs de soccer au stade le mois de juin, juillet. Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Septembre. Là, alors qu'au stade Saputo, tu vas en avoir toute la saison. Construis-le, ils viendront. En tout cas, on va voir. Là. Les Hurricanes à un gain de remporter la Coupe Stanley avec comme grand leader un gars dont personne ne voudrait à Montréal chez la jeune génération parce qu'il dirait tout, on n'a pas besoin d'un gars qui a passé 35 ans. Faites jouer les jeunes à la place. Là, j'espère qu'on comprend ce que ça prend pour gagner des Coupes Stanley, atteindre des finales puis gagner des Coupes. Deux des meilleurs joueurs de cette finale-là, ben, le meilleur chez les Canes, c'est Jordan Staal. Puis moi, je pense que Mark Stone est le meilleur des Golden Knights dans cette finale jusqu'à maintenant. Oui, écoute, il n'est pas plus rapide que Brendan Gallagher, by the way. Non, et tu as raison de le dire. Là, Jordan Staal, c'est incroyable. 37 ans. Moi, j'ai jamais vu jouer le hockey. C'est le meilleur hockey de sa vie. Et c'est un gars qui a marqué des buts en 5 matchs consécutifs. Et regarde, là, il y a tout un passe qui est... Regarde Nick Ehlers, OK? Nick Ehlers, là, il a fourni 2 passes incroyables dans ce match-là hier. Lui, ils l'ont signé, là. Ça, c'était toute une embauche parce que on dirait que Nick Ehlers, ça fait 20 ans qu'il joue pour les Hurricanes de la Caroline. Tellement, là, c'était un bon fit pour leur système et leur philosophie de jeu. Puis honnêtement, je sais que c'est facile de parler plus tard, là, mais Nick Ehlers aurait été très, très bon pour le Canadien. Eux qui manquent un allié sur le deuxième trio. Mais crédit à Nick Ehlers, qui pourtant, il a dit qu'il a joué son mauvais match hier parce qu'il y a eu 2 punitions. Mais Jordan Staal a été incroyable. Lui qui est maintenant favori par les preneurs au livre pour le trophée Conn Smythe. Exact. Mais on l'a dit ici à GC, hein? D'habitude, on a dit les matchs impairs sont les matchs les plus importants. Mais on avait l'impression, moi puis toi, que le match numéro 4 aurait été le match le plus important. C'est toi qui avais cette impression-là, puis je t'ai donné raison. Mais effectivement, ça s'est avéré. Je voulais juste être gentil avec toi. Le point tournant de la série, c'est le match numéro 4. Écoute, je ne sais pas si c'est fini quand tu changes de gardien de but en finale de la Coupe Stanley, soit t'es un héros, soit t'es mort. Et là, à date, Brindamour est un héros. Mais moi, je l'aurais changé Carter Hart hier avant le match. Carter Hart avait pas d'affaires là. Moi, je l'aurais pas mis dans le match. Encore une fois, il donne 4 buts ou plus. Je comprends que Tortorella a voulu défendre Carter Hart en conférence de presse hier après le match qu'on lui a dit, on lui a demandé si jamais il avait pensé sortir son gardien de but pour mettre Aiden Hill en 3e période. Puis là, il dit, ça, c'est la question la plus stupide que j'ai entendue. Mais il n'a pas donné beaucoup de confiance à Aiden Hill quand même. Je sais qu'il y en a des plus il y en a de la confiance à Carter Hart, là, mais... Non, mais il va vivre ou mourir avec Hart. Là. Oui, mais donc, quand c'est, là, combien de buts il doit donner dans cette série-là avant qu'on donne il va mourir avec Carter Hart. Les Hurricanes ont son numéro, man. Alors, c'est un bon coach qui devient têtu au pire moment. On prend des notes. On prend des notes. Partout dans la Ligue, à Montréal inclus, on prend des notes. C'est jamais bon d'être trop têtu. À un moment donné, il faut que tu penses à la cause collective. Collective. Et à l'objectif collectif. Check Svechnikov, lui aussi, il joue du gros en a joué une sincère hier. Mais tu sais, mais il y a un message dans tout ça. Tu as parlé de Jordan Staal. Ils ont 9 joueurs plus que 30 ans dans l'alignement hier. Le Canadien en avait 3. Non, mais Tony... Il y en avait 3. Non, mais on faisait nos gorges chaudes. On exclut la personne qui parle. Et c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Comme pour en rajouter dans le bol d'être impressionné par le Canadien. Moi, là, je ne veux plus que le Canadien soit l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale la saison prochaine. Dès le jour 1 du camp d'entraînement, je veux que le Canadien soit dans le top 15 des clubs les plus vieux de la Ligue nationale. Parce que ça veut dire qu'on a pris au sérieux ce qui vient de se passer et qu'on a pris au sérieux ce qui nous a manqué, qu'on l'a corrigé, puis qu'on sait que des gars qu'on va traîner un peu par moment pendant une saison de 84 matchs, quand ça va s'ouvrir pour vrai au printemps, c'est eux autres qui vont pogner le livre et qui vont charrier le club. Si tu veux pas que le Canadien soit une des équipes les plus jeunes de la Ligue nationale l'an prochain, il va falloir en ajouter 3 joueurs. Parce qu'il va falloir remplacer Brendan Gallagher, qui était le plus vieux. Il faut ajouter 3 joueurs. Et là, 2 joueurs de plus. Mais je veux dire, là, des vétérans. Là, Ben oui, exactement.
Exactement. C'est pas pour rien que je parle de Colton Parayko, c'est pas pour rien que je parle d'Anthony Manta. C'est des gars qui ont passé la trentaine. Il faut ajouter du stock, du gros stock, et des vétérans. Et même AJ Greer, là. Tu sais, AJ Greer, il approche la trentaine. Oui, il y en a vu d'autres. Écoute, c'est des gars aussi. AJ Greer, il a gagné la Coupe Stanley. C'était important de gagner la Coupe Stanley. Le Canadien avait juste un joueur qui a gagné la Coupe Stanley. Tu regardes Vegas, il y en a 11, là. C'est ça. Ils doivent ajouter des joueurs qui ont gagné la Coupe cette année aussi. Repêchage dans 2 semaines, ouverture du marché des joueurs autonomes dans 3 semaines ou à peu près. Ils vont les changer. Le statu quo n'est pas une option. Ils vont les changer, le choix. Ils vont faire quoi avec le 28e choix, honnêtement, là? Ben non, mais ils vont faire quoi avec n'importe lequel de leurs calvas de choix? Ben, je pense que cette année, là, on pourrait dire, mettez nos choix dans le boîte puis donnez-les aux pauvres. Nous autres, on est riches en choix, on est riches en jeunes joueurs, on n'a pas besoin de drafter. Je ne peux pas croire que le Canadien va parler au 28e rang en juin. Écoute, je ne peux pas croire qu'on va échanger pour s'avancer dans le repêchage non plus. Ça, je ne pense pas que le Canadien va repêcher 28e parce que tu repêches 28e, il faut être honnête, là. Au moins d'un miracle, ce joueur-là aboutira pas à Montréal avant 3-4 ans. Donc, à ce moment-là, le Canadien, on sait, ils ont besoin de renforcer l'équipe tout de suite. Il y a certains joueurs du noyau que les Canadiens ne voudront pas transiger. Les autres équipes vont demander pour. Il y a peut-être certains jeunes joueurs que les Canadiens ne voudront pas transiger non plus. Il peut pas... Tous les choix de repêchage ne peuvent pas jouer ici. Je vois le Canadien échanger leur choix. Moi, ma compréhension est à l'effet parce qu'il va falloir que tu repêches. Regarde bien le Canadien prendre des longues shots à travers la table de billard. On va prendre des chances avec des gars à développement très lent. Des gars qui, on sait, qui ont besoin de prendre énormément de maturité puis de prendre leur temps avant d'atteindre la Ligue nationale pour repêcher, surtout dans les premières rondes. Là, dès qu'on va parler, ça va être des choix de même pour dire, voici la prochaine vague, la prochaine génération qui va rentrer dans 4-5 ans dans notre année. Ça a été une belle année. Bonne année, Bello. Et on se voit cet été. Bonne été. Avec grand plaisir. À Granby. On revient, ce sera pas long. Sylvain Rondeau, Jean-Nicolas Blanchette. On va parler de baseball avec Sylvain Rondeau, qui est à Toronto, dans la capitale canadienne, tout azimut, le sport, donc les finances. On n'ira pas là, Au cœur de la Coupe du Monde, se profile une série entre les Bombardiers du Bronx, les Yankees de New York et les Blue Jays. Comment ça va, Sylvain? Ça va, JC? Merci. Je suis content d'être là pour ta dernière de la saison. Merci. Très gentil aussi de te recevoir pour une première fois cette saison, dans cette dernière. Alors, il y a des partisans de sport partout dans le Greater Toronto. Écoute, envahi, Jean-Charles, c'est le bon mot. On s'est promené partout. On est arrivé aujourd'hui ici à Toronto, prendre les trains, prendre le métro. On se promène dans les rues. Il y a du monde partout. C'est l'enfer. Et il y a beaucoup de monde ici également au stade des Blue Jays, au Rogers Center. Écoute, on est arrivé autour de 14 heures au stade. Il y avait déjà des gens qui faisaient la file, assis par terre au plein soleil. Et la raison pourquoi les gens faisaient ça, bien, inspiré par la Coupe du Monde, les Blue Jays qui offrent un chandail aux allures de Andrés Jiménez, un chandail de soccer. Alors, aux 15 000 premiers fans là, qui s'amènent ici au Centre Rogers, on va recevoir ce chandail-là. Alors, Jean-Charles, c'est une belle opportunité pour les partisans d'avoir un petit chandail gratuit. Et évidemment, ça amène du gens. Autre chose qui amène des gens, tu l'as mentionné en ouverture, bien, c'est la présence des Yankees. Alors, Jean-Charles, tu me textes ta grandeur, puis je vais essayer de te trouver un chandail. Écoute, je te laisse la deviner, mon ami. C'est bon. OK, il y a une grosse nouvelle concernant, parlant de grandeur de chandail, le receveur Alejandro Kirk des Blue Jays. Oui, ça aurait peut-être dû être plus Kirk qu'on donne un chandail, effectivement. Ouais, Kirk sur lui, puis t'as le mien. Juste ce soir. Ah ouais, alors Kirk est de retour, hein, absent depuis le 4 avril dernier. Fracture et dislocation du pouce de la main gauche. Et ça, c'est la main avec laquelle il attrape. Alors, pour un receveur, c'est quand même important. Ça a pris du temps avant qu'il guérisse de cette blessure-là. Il vient de jouer 3 matchs au niveau A, 3 matchs au niveau 3. Ça s'est bien passé. On vient parler à John Schneider, le gérant des Blue Jays.
Oui, puis il a dit, on ne sait pas s'il est à 100% encore Kirk, mais il est suffisamment remis, suffisamment en forme pour aider l'équipe. Et les Blue Jays, on le sent, en ont bien besoin parce qu'au niveau du rôle offensif, il va frapper 4e ce soir. Et le joueur qui a frappé 4e depuis son absence, on a frappé à peu près 210 de moyenne. Donc, on a grand besoin de son apport offensif. 210, c'est à peu près 0,02 points de mieux que Vladimir Guerrero depuis un mois et demi. Anyway, n'allons pas là. Les Yankees sont en ville, ça, c'est toujours le fun. Oui, les Yankees sont là. On se rappelle des séries l'année dernière, les Blue Jays qui avaient malmené les Yankees. Cette série, c'est la 2e série entre les deux équipes. 2 victoires de chaque côté. 3 matchs qui se sont soldés par un seul point. Les Jays qui ont remporté le 4e 2-0. Alors, c'est toujours serré des matchs contre les Yankees. Alors, on va surveiller ça parce au tableau du meilleur deuxième, les Blue Jays, malgré une saison un peu décevante, on est encore dans la course. Un match et demi derrière les Rangers du Texas et la dernière position donnant accès aux séries. Les Yankees, eux, sont en tête de la division S à égalité avec les Rays de Tampa Bay. Alors, les deux équipes s'en vont pas dans la même direction, mais c'est important cette série pour les Blue Jays pour rester dans la course. Je vais dire une affaire. Si la gang qui passe en arrière de toi sont tous les enfants de Jiménez, il a été actif sur un moyen temps. On parle de Starbucks des temps modernes. Bon week-end à Toronto, Sylvain. Merci. Toi aussi, Jean-Charles. Bon été, merci. Bon été, salut. On va parler au columniste Jean-Nicolas Blanchette maintenant. Comment ça va, mon beau Jean-Nic? Quelle transition, hein? En parlant de grandeur de chandail, on s'en va parler à Jean-Nic, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, là. Ça va bien, toi? Ça va bien. Ça va bien. Mais dépendant de ce qu'il va envoyer, on peut le couper puis s'en faire un chaque, peut-être. Ou, oui, peut-être. Une manche, on verra. Une manche, parlant de baseball, une manche chacun. Ouais, voilà. Exact. OK, alors, tu as préparé quelque chose de spécial pour cette dernière de la saison. Je suis vraiment étonné, là. Oui, c'est ça. Ben, tu m'avais dit la semaine passée, arrive-moi quelque chose de gros, tu sais, parce que moi, j'arrive à toutes les semaines avec ça. T'es comme Jules César, là. Je t'amène un lingot d'or, puis là, tu me dis, là, moi, j'ai travaillé comme un malade, puis moi, tu dis, ben, repars, puis ramène-moi en 3. On s'entend, t'es comme ça dans la vie avec moi? Hein? Non, OK. pas en tout. Ben, j'ai fait un effort. OK. Puis, premièrement, j'aimerais ça être sérieux un peu, puis je jouer un peu de violon avec toi pour te féliciter pour cette autre saison-là. Je suis quand même assez impressionné de voir, je comprends pas si c'est un clone, c'est quand tu dors, tu sais, puis ce qui m'impressionne aussi, c'est que on parle de boxe, puis t'as pas l'air d'un tata au contraire, de football, de sport universitaire américain, de hockey évidemment, puis tu fais pas juste parler de hockey, même si t'en parles beaucoup, puis je sais pas comment tu fais, moi, quand des fois, il y a des malaises quand je suis à la TV, je mouche à la TV, puis sans m'en rendre compte, puis là, toi, tu fais ça, il y a jamais de problème. C'est quand même impressionnant, puis le monde à la maison, des fois, ils réalisent pas à quel point faire autant de temps en ondes, puis avoir tout le temps de quoi dire, jamais avoir l'air d'un tata. Ben, souvent, t'as jamais l'air d'un tata, tu sais, c'est quand même... Là, je voulais quand même te jouer un peu de violon pour dire ça, Jean-Charles, c'est quand même assez impressionnant. Ben, t'es bien fin, c'est la notion de se moucher, je te rassure, quand les lumières rouges sont éteintes, je fais rien que ça de ce temps-là, avec le pollen qui revole à Montréal. Ça n'a aucun bon sens, puis repars-moi pas, je fais rien que penser, les yeux me piquent seul. Cela dit, oui, vas-y. Je prends tout ça, je l'accepte, je te remercie, mais je le partage automatiquement parce que sans l'équipe, il n'y a rien de ça qui est possible. Rien de ça qui est possible. Et tu en fais partie de cette équipe. Tu sais, l'équipe, pour les gens, là, c'est les belles grosses faces que vous voyez s'installer avec moi tous les soirs, dont ce jeune homme que j'aime beaucoup. Mais il y a l'équipe que vous ne voyez pas aussi, qui est essentielle. C'est pas possible sans ce monde-là. J'ai demandé à quelques personnalités, d'ailleurs, de partager le message pour te féliciter. Puis ils ont tous levé la main. Alors, je te laisse voir ça avec tout le monde. Ah bon, très bien. Salut mon JC, je voulais te féliciter pour 1367 émissions, c'est spécial. Écoute, t'as toujours les bonnes questions, t'es toujours bien préparé. Je pense que ton meilleur épisode, c'est quand t'avais Jean-Nic. Ça, là, c'est le meilleur. En tout cas, je te souhaite une bonne été, puis all the best, my friend. À bientôt. Salut JC, c'est Laurent Dubreuil. Je voulais juste te féliciter pour une 1367e émission puis une bonne fin de saison. Puis te dire également que le bout préféré de ton émission, c'est de loin la chronique de Jean-Nic le vendredi. C'est surtout pas lui qui m'a demandé de te dire ça. C'est vraiment une pensée originale. Puis j'ai très hâte à le réentendre dans ton émission dès l'automne prochain. Bon été à toi, bon été tout le monde. Félicitations encore. Congratulations, JC. 私の名前は井上力です。このチームでプレーさせていただいていることに感謝しております。上
Nick is the best part of the show. またここでしっかり成績を残して、優勝したいと思います。JC Jean-Charles Lajoie, 1367e émission de fil. Mon ami, t'es dû pour un repos. Alors, je te souhaite une belle dernière de la saison. J'espère que tu vas profiter de l'été pour aller écrire des poèmes et des chansons. T'es excellent à faire ça et je crois que tu devrais en faire plus souvent. On a besoin de toi pour améliorer notre culture québécoise puis faire partie de notre identité nationale. Je voulais aussi revenir sur des bons choix que je crois que tu as faits dans les dernières années, notamment dans ta coupe de cheveux que je trouve exceptionnelle. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Tu as aussi élevé d'un cran ton émission quand tu as donné de la place à Jean-Nic. Clairement, ça l'élève la game. Alors, félicitations encore pour ça. JC, 1367 émissions. Quel beau chiffron. Fallait fêter ça. Tu as fait ça dans une année. Tu en fais 4 par jour dans le nom. 1367, c'est quand même très bon. Bravo. Le show dur, il est apprécié, il est écouté. Et en plus, depuis que Jean-Nicolas est là, quelque chose de Québec, ça fait élever la barre parce qu'on sait qu'en sport au Québec, c'est à Québec que ça se passe. Je te souhaite un bon été. Bravo pour tout ce qui est passé et surtout ce qui est à venir. À bientôt. Salut Jean-Charles, je voulais prendre un petit moment pour te féliciter pour ta dernière de la saison et aussi et surtout en fait pour ta 1567e épisode. C'est un chiffre qui est assez impressionnant donc je voulais te souhaiter une belle été, des bonnes vacances bien méritées puis au plaisir de te recroiser. Salut! Je voulais aussi dire que maintenant je suis capable de parler sans bouger les lèvres et je voulais te dire que je trouve vraiment que le segment à Jean-Nic est génial. J'ai chaud. On peut-tu aller à la pause? Je t'entends jamais entendu rire de même. On dirait un animal de ferme. C'est quoi le bruit que tu fais? Ça va-tu? Êtes-vous correct? Il est tout seul dans son studio, allez le voir. Le coréen ou le japonais, je sais pas trop. C'est là que t'as décroché. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Si lui regarde le show à toi et soir, j'aimerais bien qu'il s'enlève de moi dans septembre. Bon été, Jean-Charles. Bon été, tout le monde. Bolduc, qui a vieilli le show de 200, on est rendu à 1577. Oui, c'est bon. 1000% sur 10 pour l'effort. Bon été, mon chum. Aïe, aïe. Je me rappelle pas ce qu'il y a au retour, à part moi. Soyez là. Oh boy. Dire qu'il faut toffer 1 heure de plus après ça. Pas sûr que je vais m'en remettre. On a 3 entrevues pour vous autres ce soir. Je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et ça se passe d'ici 19h. Manquez pas la conclusion, d'ailleurs, à 19h. C'est important. En tout cas pour moi, puis espérons pour vous aussi. Marc-Antoine Decoy va être avec nous. Pierre-Luc Dubois va être avec nous. Et Flower, Marc-André Fleury, va être avec nous depuis le club de golf de Sorel-Tracy pour son omnium annuel qui, cette année, est au profit de la fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Il y aura Philippe Boucher dans les prochaines minutes. Renaud Lavoie également à la mise en échec. Bref, on a du gros stock pour vous autres. Le courant est clair dans la Ligue nationale de hockey. Les directeurs généraux qui veulent accéder aux grands honneurs ajoutent à leur formation en marge de la date limite des transactions. Rarement, ils réalisent à ce moment-là un coup de circuit. C'est pas vraiment le temps propice de l'année pour le faire, c'est-à-dire acquérir un joueur de premier plan. Ça arrive, mais c'est plutôt rarissime. L'occasion est davantage, et on le voit, là, la tendance est lourde dans ce sens-là, propice à ajouter de la profondeur dans les alignements. Pour les équipes qui s'approchent de la fenêtre d'opportunité vers la Coupe Stanley, les mouvements de personnel plus structurants se font généralement en juin, avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes et autour du repêchage annuel. Le Canadien est définitivement de cette catégorie. Arrivant en poste à l'automne 2021, Jeff Gorton et Kent Hughes vivent leur 5e saison morte à titre d'architecte du tricolore. Je dirais pas que jusqu'ici, les 2 hauts dirigeants du Canadien ont eu la tâche facile, mais ils l'ont pas eu très compliqué non plus. Quand tu es en reconstruction, il n'y a aucun geste que tu te sens dans l'obligation de poser. Les meilleures transactions sont souvent celles que tu ne fais pas. Gorton Hughes sont désormais sortis de cette zone de confort.
Les résultats de l'équipe parlent d'eux-mêmes et annoncent une suite. Le Canadien se doit d'avoir de grandes ambitions. Est-ce que l'équipe est dans la fenêtre d'opportunité pour ramener la Coupe Stanley à Montréal? Non. Mais elle peut certainement y entrer en ajoutant seulement quelques éléments pertinents. On n'en sortira pas tant que ce ne sera pas réglé, mais un deuxième joueur de centre de haut niveau pour épauler Nick Suzuki est une obligation. Un défenseur droitier grand, gros, robuste et de qualité top 4 est aussi souhaitable que la perle à dénicher au centre. Il faut également ajouter en grosseur dans la profondeur de l'équipe. Le pire scénario serait le statu quo. Voilà une option à proscrire. Gorton Hughes le savent très bien. Ils se doivent de poser des gestes concrets afin d'envoyer un message fort à leurs joueurs et à Martin Saint-Louis. On voit l'opportunité et on veut vous aider à la concrétiser. Bien entendu que les 31 autres directeurs généraux savent aussi que Montréal est en mode acquisition. Ça rend la position de Gorton Hughes un peu plus inconfortable. Rien d'impossible à surmonter toutefois. Clairement, ils vont devoir accepter de payer plus cher pour obtenir ce qu'ils convoitent. Est-ce que c'est dans la culture de ces deux gars-là? Je suis pas certain de ça pantoute. Actuellement, tout se passe à merveille pour notre tandem d'architectes. L'équipe s'est reconstruite sans trop de heurts. Les communications ont admirablement bien géré les attentes des médias et des partisans. Le porte-parole principal, Martin Saint-Louis, a une aura gold autour de lui. Il est immuable, intouchable. Et Gorton Hughes ont travaillé dans la marmite de Montréal comme s'ils l'avaient fait essentiellement dans la complaisance de Columbus. Lorsque tu n'as aucune obligation de résultat, tu as beau jeu de bien prendre ton temps. Le temps, ce grand relatif. Partout, on martèle que le CH est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. C'est à peu près vrai. Mais c'est surtout vrai que la direction ne semble pas entichée à enrôler des vétérans d'âge mûr pour montrer le chemin à leurs jeunes loups. Ça doit changer. Le CH n'a pas le droit d'accepter une régression la saison prochaine. Gorton Hughes ont été excellents jusqu'ici, une note presque parfaite. Mais dans ce business, t'es jamais aussi bon que le prochain geste que tu vas poser. Dans 4 ans, c'est demain. Et demain, Nick Suzuki sera déjà en renouvellement de contrat. Après-demain, ce sera Caulfield. Tout va à une vitesse folle. On le voit bien. Le Canadien était l'intrus du carré d'as cette année et n'aurait fait que passer en grande finale. Est-ce que Gorton Hughes croit que le même groupe peut refaire le coup en mieux la saison prochaine? Impossible. Impensable. Le tricolore est bien en selle, mais lorsqu'on sort de la bulle rose de Montréal, on s'aperçoit vite qu'il y a plusieurs autres jeunes prétendants ailleurs dans le circuit. L'avenir, c'est maintenant. Nous vivons l'été le plus déterminant depuis 5 ans et pour les 5 prochaines années de l'ère Gorton Hughes. La seule garantie que nos deux têtes dirigeantes ont à ce jour, c'est que s'ils ne font rien de concret, l'équipe va régresser. En sont-ils seulement conscients? Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Comment ça va, le grand Phil? Bien, merci, toi. Très bien. Es-tu d'accord avec moi que c'est plus une qualité de dire on est le plus jeune club de la Ligue nationale? Non. Non, ça n'est plus une. C'est le fun, par contre. C'est intéressant. C'est le fun pour les partisans. C'est le fun pour nous autres parce qu'on peut regarder vers l'avant puis penser que notre noyau est signé à long terme. Puis on va des chances de gagner. On va être là année après année. On va avoir une chance de faire les séries. Les séries ne sont pas garanties encore l'année prochaine. Mais non, c'est plus une qualité parce que tu veux progresser. Le travail a été bien fait par les dépisteurs. On a identifié des joueurs qu'on aimait, des bonnes personnes, avec des bonnes valeurs. Ça fait une bonne équipe sur la glace. Martin Saint-Louis fait un très bon travail avec ces joueurs-là. Mais présentement, il faut regarder vers l'avant. Là, moi, ça m'allume pas vraiment de regarder, d'attendre de voir ce que le Canadien va faire au repêchage, quels joueurs qui vont repêcher. Parce que dans le temps, je les connaissais pas mal toutes. Là, je les connais moins. Moi, ce que je veux voir, c'est ce que le Canadien va faire présentement. Tu sais, la balle a été longtemps dans le camp à Martin. Est-ce qu'il peut coacher? La balle a été dans le camp
des jeunes joueurs, est-ce que vous pouvez performer? On va dire qu'on on veut être dans le mix. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Le capitaine Suzuki se lève. Dit, moi, je veux garder l'équipe intacte. On a fait les séries l'année d'avant. Cette année, on a fait du bon travail, mais la balle est un petit peu dans le camp des gens au deuxième étage pour la reste de l'été. Là. Phil, quand on regarde la situation chez le Canadien, la situation de la finale de la Coupe Stanley, que dis-je, le Canadien n'est pas là, et même probablement loin de là, surtout si on ne bouge pas. Va falloir que les Golden Knights soient, pour espérer revenir à Raleigh, comme l'a dit John Tortorella, et gagner un match numéro 7, ça va prendre un petit peu plus de discipline. On aura le temps d'en parler en long et en large pour que le Canadien n'est pas là, voir si on trouve des solutions pendant l'été. Mais ça joue faisant, là. Ça joue pour faire mal. Il y a des gros bonhommes. On se donne à 100%. Puis j'ai pas aimé voir l'indiscipline. Je pense qu'on a quelques clips par rapport aux punitions d'hier soir. L'indiscipline, mais le hockey va tellement vite. J'ai hâte de voir ce que la Ligue nationale va faire par rapport aux pénalités. T'sais, la pénalité de Lauzon, moi, hier, là, je suis pas vraiment sûr que c'était une pénalité qui était méritée. C'est du jeu physique. Même affaire sur Blake. Est-ce que c'était vraiment une punition? Mais tu peux pas te permettre d'avoir 3 pénalités. Tu as eu ces deux-là tout de suite. Tu as eu le bâton élevé. Ça, c'est automatique sur Stone. Mais il faut que tu fasses preuve d'un petit peu plus de discipline. Puis on peut voir que du côté de la Caroline, honnêtement, là, cette pénalité-là, honnêtement, là, ça aurait pu être un 2 minutes pour peu importe ce qu'ils lui ont donné roughing, puis 2 minutes pour embellishment. Il n'y a pas un gars dans la Ligue nationale qui est capable de se faire virer aussi facilement que ça. Moi, c'est ça. Mais la game va tellement vite. Puis celle d'après, ben c'est une mise en échec par en arrière, mais que le joueur se dit, moi, je vais payer le prix, là, je vais faire tout ce qu'il y a à faire, je vais m'exposer, puis une fois qu'on me touche, je vais me laisser aller. Avoir arbitré JC, là, j'aurais probablement collé moi aussi, ça va tellement vite, mais ça a fait mal. Deux pénalités de suite. Celle-là, tu tournes un petit peu plus tard. On n'a pas été capable de tuer les punitions du côté des Golden Knights. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ça fait très longtemps que Rob Brind'Amour avec cette équipe-là, il est capable de s'ajuster. Les joueurs exécutent exactement le game plan qui peut changer. On l'a vu contre le Canadien, le plan de match la game numéro 1 contre le Canadien versus pour le reste de la série a changé et on s'ajuste très bien du côté de la Caroline et de Rob Brind'Amour pour faire face à Vegas. Oui, aucun doute de ce côté-là, Phil. J'aimerais ça qu'on écoute la réponse de une des réponses de Torts, parce que finalement, il y a plus de mots dans cette finale. Clairement, il y a quelqu'un qui a dit, là, man, tu vas parler aux médias, puis essaye de faire ça comme du monde. On écoute cette réponse, puis on réagit ensuite. I thought we had a good start. We had a really good start. We lost momentum when we went back-to-back in penalties. It's about the same time that we lost Bill. We got to find a way. I'm going to leave my clothes here, that's for sure. They'll be in the hotel. Ouais. Pas sûr qu'il va retrouver ses fringues, moi, là. J'espère, mais je suis pas certain. J'ai hâte de voir, puis le clip que j'aurais aimé savoir aussi, c'est quelqu'un qui envoie promener le journaliste pour dire que c'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue quand on lui a parlé de son gardien de but. Mais Torts est coloré, il est confiant, c'est un motivateur, il va tout faire pour motiver ses joueurs. Moi, je pense qu'il y croit encore. Puis, comme tu le sais, depuis le temps qu'on fait de la télé ensemble, ça fait quand même longtemps qu'on a fait un petit peu de radio. Moi, mon seul souhait, c'est des Game 7. Mais j'avoue avoir mis de l'argent un peu sur Vegas l'été passé. Je souhaite une victoire de Vegas, mais je pense que on va trouver une façon. Carter Hart va se devoir d'être meilleur. Défensivement, on va être serré, on va être solide. Eichel n'a pas eu... Il y a une bonne série, mais il est capable d'en faire mieux. Moi, je pense qu'on va être capable d'amener ça à une Game 7 pour le reste de la série. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire rendu là. Parce qu'une fois le Game 7, on l'a vu, le Canadien n'a pas été nécessairement le meilleur club sur la glace contre Tampa. Ils ont gagné contre Buffalo, ils ont réussi à le faire. Fait que moi, je pense encore que ça peut se rendre là. Je reviens aux Canadiens et ce qui va se passer au repêchage dans 2 semaines. Phil, j'avançais à Tony tantôt. J'ai l'impression qu'on va faire des long shots, qu'on va prendre des chances sur des gars qui ont besoin de beaucoup de développement, de prendre énormément de maturité physique. Des gars qu'on dit, s'ils se développent comme on pense, dans 4 ans, ils deviennent des candidats peut-être pour un poste à Montréal, pour qu'on assure une vague suivante. Là. On n'a pas de besoin vraiment à court terme à rechercher dans un repêchage. Évidemment, on prendrait McKenna si on avait gagné à la loterie, là, on s'entend. Oui, mais écoute, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Je fais confiance à Martin Lapointe, au groupe de dépisteurs. Je veux pas diminuer le travail qu'il fait, mais moi, le travail que je fais avec toi, c'est de parler de l'équipe actuelle majoritairement, de ce qui se passe sur la glace. Fait que moi, j'ai beaucoup plus hâte de voir les transactions parce que Kent Hughes nous a habitués à bouger au repêchage, à être très actifs. Est-ce qu'on va aller chercher des joueurs qui s'en viennent agents libres avec qui on va pouvoir négocier avant l'ouverture des agents libres du 1er juillet? Est-ce qu'on va aller chercher ce fameux deuxième centre? Puis ça, je suis d'accord avec toi.
des joueurs, quand tu recules en première ronde, puis en deuxième, puis en troisième ronde, oui, il y a des Lane Hudson, mais ça arrive pas souvent. Mais c'est des joueurs qu'on va avoir besoin dans 2-3 ans pour passer un petit peu de temps à Laval, pour s'en venir avec le Canadien ou comme monnaie d'échange dans les transactions, parce que nos pièces maîtresses sont ici à Montréal. Fait que ce qui m'intéresse plus, c'est de voir Kent Hughes prendre le téléphone, de texter un petit peu, d'être actif sur le plancher. C'est toujours des choses que j'aime savoir. De ce que tu en comprends, Phil, est-ce que Gavin McKenna est assez gros pour à lui seul porter la relance des Leafs de Toronto? Ouais. C'est-tu vraiment le fit pour Toronto? J'ai jamais vu un choix de repêchage. C'est un bon joueur, mais l'organisation est aussi peu excitée d'avoir le premier choix de repêchage. Tu sais, parce que premièrement, on pensait s'en aller en finale de la Coupe Stanley au début de la saison. On pensait être un club qui pouvait faire ça. Ça n'a pas bien été. Le coach est parti, le DG est parti. Nouveau DG controversé. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. T'sais, j'aimerais ça voir Austin Matthews déjà dire, moi, je vais être à Toronto, je vais le prendre sous mon aile, puis on va faire un peu comme les Rangers ont fait, même si ça n'a pas marché. Lafrenière rentre, on a déjà une bonne équipe, on va faire les séries. Je pense qu'il peut être très bon pour les Maple Leafs de Toronto, mais j'ai plus hâte de voir ce qu'on va faire encore là au deuxième étage et qui sera le prochain entraîneur. En terminant, Phil, tu as un mot en particulier pour un membre de l'équipe de JC. Ben écoute, tu sais, premièrement, merci à toi, JC, de me ramener année après année. J'espère faire de la télé avec toi. C'est vraiment le fun. Toute l'équipe, Mathieu Bédard, tout le monde. Mais Mario Archambault, on me dit qu'il est sur le bord de la piscine déjà, en train de prendre une bière. Ben, tu l'as mérité, la retraite s'en vient. Bonne retraite, mon ami. On a passé beaucoup de temps ensemble. Tu m'as même déjà vu tomber en bas d'une chaise live à la télé, mais merci que tu l'avais pas enregistré cette fois-là. Beaucoup de bons souvenirs, puis j'ai déjà pris 2 ou 3 retraites. Si tu as besoin de trucs que je peux t'aider, tu peux m'appeler, on ira jouer au golf. Puis, mais bon, bien mérité, profites-en. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Puis merci à toi, JC, de me ramener. J'adore faire ça. Je passe du bon temps. C'est beaucoup plus le fun de parler du Canadien de manière positive puis de voir où ils s'en vont, comme on l'a fait cette année. Puis j'en entends parler partout. Il y a du monde en maudit qui t'écoute, mon chum. Félicitations pour tout ce que tu fais. En fait, il nous écoute, Phil, parce que, tu sais, j'ai dit, tu as un mot en particulier pour un membre de l'équipe de JC. Les gens disent, pourquoi tu parles de toi, la troisième personne? Je parle pas de moi en troisième personne. On a imposé que mon nom soit dans le titre de l'émission. J'ai dit, on va réduire ça à 3 lettres. Grand J, petit, grand C pour JC. Parce qu'on voulait ce qu'on appelle dans le jargon de notre métier une émission signature. Mais je parle pas de moi en troisième personne, je parle de JC parce que JC, c'est toi, c'est moi, c'est Mario, c'est toute l'équipe. Alors, c'est ça, la troisième personne. C'est pas moi, c'est l'équipe. Voilà. C'est un mot du bon capitaine, mon ami. Merci pour tout. Puis bonne retraite à un de nos vétérans. Il y aura toujours une place pour du bon contenu, puis c'est ce que t'amènes. Fait qu'on va continuer longtemps, mon chum. Sois assuré de ça. Bon été, on se croise bientôt au lac Sept-Îles avec ta gang de joyeux fêtards. Et bonne retraite à Pogo, Mario Archambault. On revient, ce sera pas long. On le retrouve en déplacement. C'est à Chicago, quelle métropole extraordinaire. Oui, monsieur. Pas le temps de trop t'étendre là, par exemple, j'ai l'impression. Malheureusement, hein, Ron? Non, c'est sûr. Mais quand même, on avait un beau 3 heures là, à rester dans le chic Chicago. Donc, mais c'est un bel aéroport. Mais là, on a hâte de partir à Vegas. Puis le vol, là, il part très bientôt. Alors, on fait ça vite. Bon, OK. Va te dire une affaire, Tortorella en rate pas une. Il est loquace dans cette finale et c'est bon quand il est loquace. Moi, quand il dit « mes valises ressuscitent » puis je reviens chercher à Game 7, j'adore ça. En même temps, ça veut dire que rien n'est moins sûr avec ce que l'on a vu hier parce qu'il y a un gars qui contrôle cette série-là et il s'appelle Jordan Staal. Jordan Staal qui marque à tous les matchs depuis le début de cette finale de la Coupe Stanley. C'est quand même très, très rare. Là. Écoute, il égale un record de Maurice Richard et Jean Béliveau. Là. Ça te donne une idée. Là. Et pas besoin de te dire que ce but-là a aussi donné des ailes à son équipe qui connaissait un début de rencontre coup-ci, coup-ça. Mais quand on parle de buts importants, il y en a plusieurs buts gagnants, celui-ci dans le match numéro 4. Tu sais, Jordan Staal, là, Jean-Charles, là, depuis le début de la finale de la Coupe Stanley, son pain et son beurre, il est où? Il est autour du filet sans aucun doute. Il a 14 occasions de marquer dangereuses depuis le début de cette finale. Le deuxième est Mark Stone qui en a 13. Ça te donne-tu une idée? Là? C'est peut-être pas les 2 patineurs les plus rapides, mais c'est ceux qui sont les plus dangereux sans aucun doute autour du filet. Alors, ces succès-là sont importants
Jordan Staal, quand tu lui parles, il va te dire, la seule différence, c'est que j'ai pas changé grand-chose dans mon jeu, c'est que les rondelles rentrent maintenant. C'est vrai, mais des fois, c'est une question de positionnement du bâton, positionnement du corps, comme ça avait été le cas dans le match numéro 4 sur le but gagnant. Hier, c'est le positionnement de son bâton qui lui permet de faire dévier cette rondelle derrière le gardien de but Carter Hart. Alors lui, là, à moins d'une surprise, il va se diriger évidemment vers le Conn Smythe. Et là, les gens vont dire, attends Renaud, là, c'est pour toutes les séries, là, le Conn Smythe, le trophée. J'en conviens. Mais si on veut parler de toutes les séries, il a empêché le premier trio des Sénateurs, des Flyers et des Canadiens de connaître du succès. Je pense que ça aussi, ça a une valeur, en passant, même une immense valeur. Ça explique pourquoi les Hurricanes sont en finale de la Coupe Stanley. Puis là, la corde la plus importante, c'est qu'est-ce que tu fais en finale? Et c'est un gars présentement qui est en train de faire la différence. Il est en train de rendre John Tortorella complètement fou en passant. Message à la jeune génération à l'écoute qui a la fâcheuse habitude, plusieurs parmi nos collègues distingués, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, mais ils ont l'habitude de dire ou de penser, de croire surtout que tout ce qui a 30 ans et plus n'a jamais rien fait de bon ou n'a jamais existé. Ce sont ces gens-là, quand on arrive en marge d'une date limite des transactions, qui disent « Pourquoi tu paierais un choix de 2 pour aller chercher un gars de 35 ans? » alors que tu as des jeunes, puis fais jouer les jeunes. Alors, mettez vos montres à l'heure. Le Canadien a désormais des ambitions et il a besoin de ce genre de Mohican, de ce genre de vétéran. Ouais, mais il est lent, on est une équipe rapide. Hey. Gallagher, pas d'affaires là. Regarde aller Mark Stone, puis dis-moi qu'il n'y a pas d'affaires dans cette finale-là. Mettez vos montres à l'heure, les flots. Il y a eu du monde avant vous autres, il y a des défricheurs qui ont ouvert la trail, puis c'est grâce à tout ce monde-là que vous avez une job aujourd'hui. Essayez juste de vous en rappeler. Message. J'aimerais juste être dans ta tête et savoir à qui tu parles, là. Tu parles à quelqu'un, là. On va t'envoyer un texto. Je parle à pas mal de monde de cette génération-là, de floun-floun, qui pensent qu'il n'y a rien qui a existé avant eux autres. C'est fou raide. C'est comme si moi, je disais Alain Chantelois vaut pas de la merde. Ron Fournier vaut pas de la merde. Roger Brulotte vaut pas de la merde. En passant, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, là? C'est la fête à Bergie aujourd'hui. 80. Bon 80e. Bon 80e, mon ami Bergie. Let's go. C'est la fête à Michel tous les jours cette année, anyway. Tous les jours. Shane Gostisbehere. Excellent, Scrabble. Oui. Ta révélation de la finale, Renaud? Aucun doute dans mon esprit. C'est un joueur qui, dans ma tête, Jean-Charles, était unidimensionnel. OK? Genre, s'il n'a pas la rondelle sur son bâton, c'est là où les problèmes commencent. Oui, lorsqu'il a la rondelle sur son bâton, il est bon. On l'a vu encore dans le match d'hier. Dans le match d'hier, c'est 2 passes, là. OK? C'est le quart arrière de l'avantage numérique de cette équipe-là. Mais je l'ai vu aussi bloquer des lancers dans cette finale de la Coupe Stanley. Je l'ai vu couper des jeux en zone défensive en plongeant comme il l'a fait dans le match d'hier. Je le trouve excellent. Et je sais que dans l'après-match hier soir, on a parlé avec Max Lapierre, Alex Daigle, justement de Shane Gostisbehere, puis de ce qu'il apporte. Puis les gars disaient, oui, mais il est beaucoup mieux protégé aujourd'hui qu'il l'était peut-être il y a 1 an ou 2 là, avec les Hurricanes de la Caroline. Parce que on a une défensive qui est beaucoup plus solide. Et vous avez raison, mais j'ai fait une entrevue avec lui hier après le match, puis je lui ai posé la question, est-ce qu'on a la meilleure version de toi présentement? Et il a dit sans aucun doute, tu as la meilleure version de moi, mais en même temps, il ne prend pas tout le crédit, il veut pas être égoïste, il dit tout le monde fait quelque chose de différent, qui ne cadre pas avec nécessairement son jeu en saison régulière, mais on n'a pas le choix de le faire parce que l'objectif, c'est le même pour tout le monde, c'est de toucher à ce précieux trophée. Est-ce que Rob Brindamour est le meilleur coach de la LNH, Renaud? Ben écoute, moi en tout cas, je pense que je sais que quand on parle des meilleurs entraîneurs de la Ligue, on parle de qui? On parle souvent de John Cooper, je dirais avec raison. Mais on va aller voir le tableau suivant, là. Je sais pas si on va pouvoir le voir bientôt, mais moi, quand je regarde Rob Brindamour, là, ça, c'est depuis son arrivée comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale en série et en saison. Regarde-moi ces statistiques qui sont, selon moi, très révélatrices, OK? Oui, on joue beaucoup de hockey chez les Hurricanes. Oui, on va souvent en demi-finale, je le reconnais. Mais ce sont quand même des statistiques qui veulent dire beaucoup. Mon exemple aujourd'hui est, encore une fois,
ce qu'il est capable de faire avec un joueur, par exemple, comme Taylor Hall. Taylor Hall, dans une des entrevues qu'il nous a accordées, qu'on a passé dans un après-match, il dit que lui aussi est la meilleure version de lui-même. Oui, parce que Rod Brind'Amour, tu veux faire ce que Rod Brind'Amour te demande de faire, mais il dit, on m'a montré à jouer un style de hockey qui fait en sorte que je suis beaucoup plus performant aujourd'hui et beaucoup plus efficace dans toutes les zones. Et moi, je trouve, Jean-Charles, que c'est ce qu'on voit présentement avec un gars comme Taylor Hall. Et il faut dire merci à une seule personne dans tout ça. Son directeur général qui a été chercher Taylor Hall, mais aussi Rod Brind'Amour qui a décidé de le mettre sous contrat, qui a décidé justement d'en faire un joueur de hockey par la suite, qui est différent de ce qu'on a vu peut-être dans les 14 dernières années de sa carrière. Ben, je comprends donc. Puis dans le podium que tu as présenté, Renaud, là, celui qui a eu les moins bons éléments sous la main, c'est de loin Rod Brind'Amour par rapport à Bednar et John Cooper. Saison extraordinaire, encore une fois, mon ami. Bravo, parsemé de toutes sortes d'aventures. Et espérons qu'il y en aura d'autres et pour longtemps. Merci bien gros, Renaud. Bon vol et bonne fin de finale. On se croise cet été. Je t'aime beaucoup, mon Jean-Charles, puis j'ai hâte de te reparler au mois de septembre, mon ami. Pareillement, mon ami. Salut, Ron. Bye-bye. Bye-bye. On va parler maintenant au jeune retraité des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy. Comment ça va, mon Marc-Antoine? Ben ça va bien. Comment tout tu vas, Jean-Charles? Je suis content. Ça va commencer de parler de football, là. Ben oui, je me porte à ravir. Merci de t'enquérir, mais tabarouette, tu prends pas une ride, tu gardes un soin jaloux de ta condition physique. Fait 4 mois que tu es à la retraite puis on t'honore ce soir. Ça va pas un peu vite, tout ça? Ben, je me savais, mais les Alouettes sont précoces. Donc, eux autres, ils font tout très rapidement. Comment tu te sens? Écoute, je vais te dire, me sens bien, je vais te dire ça, là, tantôt, j'étais en route avec ma copine et évidemment, j'ai pas de match à jouer. Puis moi, je partais toujours à 4 heures pour un match à 7 heures. Puis je te dis, à 4 heures, là, je sais pas, je commençais à shaker un peu, je me sentais un peu angoissé, anxieux. Puis j'ai dit à ma copine, je dis, Vic, j'ai le sentiment que je m'en vais jouer une game de foot. Comme mon corps n'a pas encore fait la transition qu'ici, c'est juste pour être un spectateur puis être un partisan. Fait que c'est vraiment un peu un mix d'émotions en ce moment. J'ai rencontré les joueurs, j'ai parlé avec les coachs. Ça fait vraiment du bien, mais c'est vraiment difficile à décrire. Mais je suis très serein puis je suis en paix avec ma décision. Ben là, écoute, t'es allé au-devant de ma première question, mais avec brio, là, comme tu sais le faire d'ailleurs. Mais t'es sûr que t'es serein puis en paix, là? Mais le truc, faut que tu te le dises pour te croire. Fait que je me le dis et je me crois. Tu sais, quand on se regarde le matin dans le miroir, on dit on est bon, on est capable, c'est ça que je fais. Tu parles de ton corps là, qui t'appelait au stade à 4 heures. Est-ce que c'est ton corps qui t'a dit quitte le stade à jamais? C'est un peu ça, hein? C'est le corps plus que la tête, dans le fond, qui a pris la décision. Oui. Ah, 100%, c'est le corps. La tête, je suis passionné de ça. C'est mon amour de jeunesse. Ça va être mon amour de vie, ce sport-là. Malheureusement, je n'étais plus capable de suivre. Et j'ai tellement de respect pour ce sport-là, pour les partisans, pour mes coéquipiers. Je savais que faire 18 matchs, j'étais pas capable. J'ai vu comment j'étais quand j'ai joué blessé. J'ai vu que ça s'améliorait pas. Autant que j'aurais aimé ça continuer à jouer, puis je voulais continuer à jouer. J'avais le contrat, j'aurais pu le prendre. On dirait que j'avais trop de respect pour ce sport-là. Donc, c'était une très dure décision, mais je pense que c'était la bonne décision. En même temps, sans les contacts, tu risques de retourner sur le terrain très, très bientôt. Tu as des ambitions quand même. Oui, ben ça fait une transition très fluide, je te dirais, de passer du football au flag football. C'est ça que j'ai fait. Je viens de rejoindre l'équipe nationale de flag football pour cet été, pour l'édition 2026. On va essayer de compétitionner, en fait, au championnat du monde pour aller chercher le bib olympique pour qualifier le Canada en 2028 aux Jeux olympiques de Los Angeles. Donc, c'est cet objectif-là pour les 2 prochaines années que je me donne. J'ai 2 questions, mais la réponse peut être la même dans les 2 cas. Le moment le plus marquant pour toi, le plus mémorable de ta carrière professionnelle, mais le moment le plus marquant et le plus mémorable de ta vie de footballeur. Pas ta vie de Marc-Antoine Dequoy, mais de toute ta vie de footballeur, de ton premier saut sur un terrain jusqu'à ton dernier match. Oh mon Dieu Seigneur, écoute, si je m'aurais préparé, je t'aurais donné une bonne, mais là, sur le spot comme ça, je pense que football, le meilleur moment, évidemment, c'est
la Coupe Grey. Mais en fait, c'est pas la Coupe Grey en tant que telle, c'est le dernier jeu du match, le botté qui a été fait, que je l'ai rattrapé dans mes mains, que si j'échappe ce ballon-là, ben ça se peut que ce soit la fin, puis les Alouettes sont pas les champions. Mais je rattrape ce ballon-là, je tombe à terre, puis je réalise sur le moment que je suis un champion de la Coupe Grey. Puis je pense que le meilleur moment de ma vie en tant que joueur de football, c'est la première fois que j'étais ici au Stade Percival Molson avec mon père, puis j'ai vu les Alouettes sortir du terrain. J'ai eu un sentiment dans moi que je voulais vivre ça, puis j'ai réussi 20 ans plus tard. C'est quand même pas banal, ça, hein? Tu veux dire, tu t'en viens au stade, tu vois les gars courir vers le terrain, puis tu dis, oh boy, attends un peu, mais qu'est-ce que c'est ça? T'es happé, puis c'est ça que tu te mets à cultiver, hein, à partir de ce moment-là, dans le fond. Ah ouais, dans le temps, c'était un rêve, c'était la seule chose que je pouvais voir. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il fallait que tu aies le câble pour voir les images. Sinon, moi, il fallait que j'aille en vrai pour les regarder. Il fallait que j'aille voir les matchs pour être capable d'assister à ça. Fait que c'était un événement, j'y pensais toute la semaine. Puis les seules images que tu avais, c'était dans ta tête. Donc, je refaisais ces images-là. C'est vraiment, ça a été cultivé dans ma tête. Puis je pense que c'est la raison pourquoi ça a été si puissant que moi cette année-là, la gagner. Et évidemment, le fameux discours et tout. Oui, on ne l'oubliera jamais, celui-là. Tu as certainement vu le match de la semaine passée, une autre belle victoire à Hamilton. C'est toujours plaisant de battre Hamilton, comme Toronto, d'ailleurs. On devrait le faire ce soir. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux de ce premier match-là? C'est-tu l'excellence de Davis Alexander? Qu'est-ce que tu as vu que tu as dit « Wow, OK, on est en business, là. » Ben moi, en fait, c'est les changements. Il y a eu des changements dans cette équipe-là. Premièrement, Darnell Sankey est parti. On a remplacé ça avec Jeffrey Cantarcou. Il y a aussi Nate Bushman qui a pris ma position. Puis il y a eu quelques changements par-ci, par-là en défensive. Mais oui, il y a eu des moments plus difficiles, mais on a vu cette identité-là avec le gros jeu de Robert Kennedy, l'interception qui a été faite, qui a changé le match. Puis après ça, Davis Alexander. Quoi dire de Davis Alexander? Quand il est sur le terrain, il y a de la magie qui se passe. Puis oui, ça a été des hauts, des bas, mais c'est la première game pour tout le monde. Puis sortir de là avec une victoire, puis la performance qu'il a faite, je veux dire, les balles qu'il a lancées, là, il avait mal aux doigts juste à les voir. Et lui, il a du gun, hein? C'est terrible comment il a du gun. Ah, c'est hallucinant. Tu regardes la passe qu'il a faite à Tyler Snead, là, 60 verges dans les airs. La hauteur de cette balle-là, je pense que c'est même pas 10 verges dans les airs. Pour le monde, mettre ça en perspective, là, c'est juste de la physique. Plus haut que tu lances, plus loin la balle va. Lui, il a tellement de puissance et de vélocité qu'il n'est même pas obligé de mettre de la hauteur cette balle-là. Il est capable de lancer ça, sûrement 80 verges. C'est quelqu'un de tellement impressionnant. Il faut juste qu'il reste en santé. Et ça oui, tu as tellement raison. Et ça permet justement de ne pas avoir, quand tu n'as pas le grand arc, ça permet de faire en sorte que ton receveur de passe va gagner une bataille contre un demi-défensif très rapproché de lui parce qu'il ne voit pas la balle arriver puis il va tellement rapidement qu'il a de la misère à maintenir sa couverture. C'est extraordinaire. Marc-Antoine, félicitations. Profites-en, mon chum. Et j'espère te croiser très, très bientôt dans la piscine ou ailleurs, là. Et on se reparle. Salut. Bravo. Salut. Il va tenir le tournoi de sa fondation à Rimouski dans un mois, le 9 juillet. Avec nous, le centre grand format Pierre-Luc Dubois de Sainte-Agathe-des-Monts. Pierre-Luc, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Bon, parle-moi de la dernière saison pour commencer avec cette blessure aux abdominaux, aux adducteurs, cette opération. Saison frustrante, Pierre? Ouais, frustrant dans plusieurs sens, mais je pense que ça fait partie des expériences dans ta vie, dans ta carrière. J'ai été très chanceux tout au long de ma carrière jusqu'à ce moment-là. Je me suis jamais vraiment blessé, je me suis jamais fait opérer, jamais cassé rien. Donc, je pense qu'à un moment donné, les blessures viennent pour tout le monde et malheureusement, c'est arrivé pour moi cette saison, mais avec le staff là-bas, les joueurs, staff médical, tout le monde m'a vraiment aidé pour que je puisse revenir au jeu, bien me sentir, puis jouer je pense que c'était les 23 derniers matchs de la saison. Est-ce que c'est d'autant plus frustrant pour toi que on dirait que tu es chez toi à Washington, là, que tu as trouvé vraiment ton espace et ton envol, ton air d'aller? Ouais, je pensais que la saison précédente, ça avait super bien été. L'équipe, l'ajustement de jouer à Washington. J'adore ça, jouer là-bas, j'adore jouer avec les joueurs et encore une fois, le coaching staff. Fait que d'avoir une deuxième saison où tu veux bâtir sur ça et de ne pas vraiment pouvoir, c'est sûr que c'est frustrant. J'ai appris à connaître le staff médical pas mal plus cette saison que l'année d'avant. J'ai pu voir des choses de différentes façons. J'ai pu voir les matchs des estrades,
communiquer avec les joueurs après les pratiques, parler un peu plus parce que puis j'étais plus retiré, j'avais pas besoin de me concentrer sur mon jeu à moi. Ça m'a comme permis de vraiment parler plus aux joueurs, je trouvais. Fait que il y a des positifs dans tout, même si c'est pas nécessairement ce que je voulais comme deuxième saison, mais j'ai énormément appris cette année. Est-ce que tu es sous impression que tu as joué ton dernier match en revêtant l'uniforme dans le même vestiaire que le légendaire Alexander Ovechkin? Ah, je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Ovi la personne, il y a Ovi le joueur. Les deux, on aimerait ça qu'ils reviennent. La personne, il y en a pas deux comme lui dans la ligue. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire après 21, je pense, saisons maintenant. Toujours heureux d'être à l'aréna, toujours heureux de jouer, de pratiquer. Fait que de l'avoir dans la chambre, c'est un très gros bonus pour nous. Mais sur la glace, Ovi, il y a beaucoup de raisons pourquoi il y a tous ces records pour ses buts. Une de ces raisons, c'est qu'il a toujours faim. Il a toujours faim de marquer, il a toujours faim de faire une différence sur la glace. Ça, il va l'avoir, je pense, jusqu'à 75 ans. Fait que ça quittera jamais Alex Ovechkin. Fait que s'il ne revient pas, ça aussi, ça va nous manquer. Le fait qu'il entretienne encore le suspense, là, un certain mystère, ça démontre qu'il y a de la misère à décrocher de la game. Hein? Ça démontre qu'il y a encore le hockey dans le sang et qu'il y a encore la game de haut niveau en lui. Oui, même, tu sais, je pense souvent, on voit des joueurs, des professionnels, des athlètes professionnels, que ce soit au hockey ou dans n'importe quel autre sport, on voit ça un peu comme une décision que tu peux prendre quand même facilement, mais en réalité, pour les athlètes professionnels, si tu prends ta retraite, c'est fini. Tu joues plus, t'es plus dans la chambre avec tes coéquipiers, t'as plus les road trips, t'as plus les fist bumps après les games, après une belle victoire, t'as plus les séries, t'as plus rien pour le reste de ta vie de ça. Fait que c'est vraiment une grosse décision. En même temps, t'as aussi une famille, lui a une famille. Faut qu'ils prennent conscience aussi de eux, peut-être qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que c'est vraiment une décision qui est pas facile à faire, surtout quand un joueur comme lui peut encore en donner plus. Fait que personne veut le mettre dans une position où il faut qu'il prenne une décision rapidement. T'sais, tout le monde veut lui donner son temps, puis je pense que c'est ça que l'organisation fait de bien en ce moment. Je comprends bien, puis on n'impose rien à une légende comme Alexander Ovechkin, puis c'est bien normal à part ça. La vie passe vite, hein, Pierre-Luc? Le 24 juin, dans une dizaine de jours, ça va faire 10 ans pile poil que tu étais repêché dans la Ligue nationale de hockey. Vraiment, ça passe en un clin d'œil. Tu me fais sentir vieux maintenant, mais c'est vrai. Je me souviens comme si c'était hier que je me suis fait repêcher. C'était le combine la semaine passée. Je me souviens comme si c'était hier. Je rencontrais des équipes là-bas. J'avais les meetings, toutes ces choses-là, le stress qui vient avec. Tu sais, ça passe vite. Je suis très, 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 très chanceux de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. Je me sens très choyé de pouvoir faire ça. J'espère que j'ai encore beaucoup de route devant moi. Mais la réalité, c'est que ça passe très vite. Il y a des petits moments que des fois, quand tu es dans le moment même, tu y penses pas comme si c'était tant important que ça, mais à la fin de ta carrière, tu vas regarder, tu vas te dire, ouais, je suis content que j'ai fait ça, ou je suis content que j'ai joué là, ou je suis content des moments comme jouer avec Alex Ovechkin, que ce soit 2 saisons ou 3 saisons, peu importe, c'est des petites choses que tu vas vraiment te souvenir le reste de ta vie. Je comprends donc. Est-ce que dans ces souvenirs-là, bon ou mauvais, il y a le fait d'avoir été coaché 4 ans par l'increvable John Tortorella, qui est encore là, qui l'a cru en finale de la Coupe Stanley? Ouais, lui va faire partie de beaucoup de souvenirs. Torts, on se parle encore une couple de fois, on a la même fête chaque année, il me texte pas une fête. Mais ouais, Torts, c'est un autre comme Ovi, quand il n'y en a pas deux comme lui dans la ligue. Quand ils l'ont engagé, je pense que ça allait un peu moins bien à Vegas. Il voulait un petit spark. Puis c'est exactement ça qui a amené. Torts, c'est un motivateur. Il a l'expérience. N'importe quelle chambre dans laquelle il rentre, les gars l'écoutent parce qu'il a toute l'expérience qui va avec. Il communique bien. C'est blanc ou c'est noir avec lui. C'est une finale de Coupe Stanley incroyable à regarder. Je sais pas de quel bord ça va aller, mais je suis sûr que lui, il garde les gars concentrés sur la même page et poussés dans la même direction. Est-ce que tu appartiens à la catégorie d'anciens joueurs de Torts, Pierre-Luc,
qui mettent quelques années puis qui, à un moment donné, comprennent la réelle personnalité ou la réelle valeur du gars, parce que c'est jamais évident au quotidien pour grand monde, mais une fois que tu ne joues plus sous ses ordres, si tu le disais, c'est un détail, mais ça en dit beaucoup. Le fait que vous vous textiez à chaque année le jour de votre anniversaire commun, c'est le genre d'affaire, tu sais. Il y a des gars qui ont joué pour lui qui disent « il me faisait peur, il m'a jamais parlé ». Puis je l'ai revu 6 ans plus tard, alors que j'avais pris ma retraite. Je l'ai croisé dans le corridor d'un aréna, puis il a fait un détour, il dit « Hey, comment ça va? » Puis prendre des nouvelles de moi. Il se rappelait de mon nickname, il se rappelait d'un paquet d'affaires me concernant. C'est un peu ça, Tortorella aussi. Hein? On dirait que il y a dans sa tête, il y a quelque chose, mais dans son cœur, il y a comme autre chose. Oui, mais c'est ça, je pense, avec Torts. Il y a vraiment une carapace, il y a vraiment comment je peux dire, pas qu'il y a 2 personnalités, mais il y a le coach, puis il y a la personne. Puis la personne, c'est une excellente personne, une personne qui tient vraiment à ses joueurs, à leur famille, qui va donner des journées de congé pour le staff, juste parce que le staff ont été loin de leur famille, il va leur donner une journée de congé à eux, parce que c'est pas juste les joueurs dans une équipe, il y a aussi les gars d'équipement, les gars médicaux. Fait que Torts, c'est vraiment une personne incroyable. Après ça, le coach, c'est sûr qu'il y a des moments en tant que joueur que sa job à lui, c'est pas que tu l'aimes. Sa job, c'est d'avoir le meilleur de toi-même, de chacun de ses joueurs. Puis il y a des moments que c'est pas évident, il y a des moments que c'est frustrant, tu te dis pourquoi il est sur moi ou peu importe, mais tout ce qu'il veut faire, c'est il veut te rendre un meilleur joueur, une meilleure personne. Fait que, mon père, c'est un coach, il m'a toujours dit, tu peux pas le prendre personnel. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, c'est jamais personnel, c'est juste pour le meilleur de toi-même. Mais tu sais, à 19, 20, 21 ans, des fois, c'est difficile à voir le long terme. Tu vois juste, il m'a crié dessus aujourd'hui, pas ça va m'aider dans 4 ans. Mais avec du recul, il a fait énormément de bonnes choses pour moi dans ma carrière et dans ma vie personnelle. Fait que ça, je vais toujours le remercier pour ça. Très cool. Tu as évoqué ton père, il va bien? Tout va bien? Oui, va bien. Super. On va finir avec ton événement. Tournoi de golf, levée de fonds. Tu veux absolument redonner aux jeunes du Bas-Saint-Laurent. Ça t'honore d'ailleurs. Et il y a un gars que tu connais bien parce que tu l'as côtoyé au hockey mineur, qui va être l'un de tes invités d'honneur cette année, Charles-Édouard Dastou. Quelle histoire quand même, Charles-Édouard, hein? Ouais, Charles, on était 3 vraiment mes meilleurs amis d'enfance. Charles, ça a été depuis, je pense qu'on a 7 ans qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. Mais son histoire à lui, je pense que ça montre exactement pour les jeunes qui rêvent de jouer en Ligue nationale. Tu as eu mon chemin à moi, que j'ai été repêché 3e, j'ai joué en Ligue nationale à 19 ans. C'est le fun. J'ai accompli mon rêve de jouer en Ligue nationale. Charles, lui, a passé par un chemin complètement différent. Il a joué dans l'East Coast, il a joué en Ligue américaine, il a joué en Finlande, en Suède. Puis là, à 27 ans, il joue dans la Ligue nationale. Les deux, on est rendus au même point dans notre vie. On a accompli notre rêve, mais de façon complètement différente. Mais il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin de se rendre. Puis Charles, je pense que c'est l'exemple parfait d'un gars qui lâche jamais, qui continue à y croire, qui continue à mettre les efforts, à faire les sacrifices, même si ça paraît très, très lointain d'accomplir son rêve, il a toujours cru. Il me disait à 22 ans, à 25 ans, à 26 ans, je joue à la Ligue nationale. Je croyais en lui. Puis finalement, il est arrivé. Fait que je pense, Charles, il n'y a pas une personne qui est plus fière de lui que moi. Fait que des bonnes choses arrivent quand tu mets de l'effort derrière tout ça. Puis Charles, c'est exactement ça qui arrive en ce moment. Wow. Quelle réponse extraordinaire. FondationPLD.com, FondationPLD.com pour Pierre-Luc Dubois. L'Omnium est le 9 juillet prochain à Rimouski. Vous avez une idée du site Internet à l'écran actuellement. Pierre-Luc, merci infiniment d'avoir accepté de nous jaser un peu en cette fin de saison ici à JC. Et puis, on t'en souhaite une bien meilleure l'an prochain. On sait qu'elle le sera en autant que la santé est au rendez-vous. Merci infiniment. Bon été, bon Omnium le 9 juillet, puis à très bientôt. Merci beaucoup. C'est devenu une tradition de terminer nos saisons ici à JC en parlant à l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale en marge de son Omnium de golf annuel, celui que j'appelle affectueusement le survenant de Sorel-Tracy, Marc-André Fleury. Marc-André, comment ça va? Très bien, toi-même. On parle de tradition Flower, 17e édition de ta classique de golf, que tu continues même à la retraite avec le bœuf François Beauchemin. C'est important pour toi de continuer de redonner?
Oui, c'est sûr que ça fait, comme tu as dit, 17 ans maintenant qu'on le fait. Donc, puis l'engouement est toujours là. Les gens de la région nous appuient toujours, année après année. Donc, c'est le fun de faire partie de ce classique-là, de pouvoir redonner aussi à la fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Cette année, vous contribuez à la fondation du Cégep Sorel-Tracy. Parle-moi de l'événement dans son ensemble et de comment l'approche s'est faite avec les gens du Cégep et de leur fondation. Mais je te dirais, c'est eux qui nous ont approchés au début pour commencer ça. Puis pour moi, François, je pense que c'est une belle occasion de pouvoir donner aux jeunes de la région avec des bourses ou des bourses aussi pour le sport. Donc, on n'a juste jamais changé. On a resté avec eux durant tout ce temps-là. Marc-André, vous êtes là, les vétérans, mais les kids sont là aussi. Tito Beauvillier, Nicolas Aubé-Cubel, ils sont là pour prendre la relève quelque part. Qui vont être les prochains de la région à s'ajouter, là? Oui, ça fait déjà une couple d'années que les deux sont joués à nous. On est chanceux d'avoir 4 gars qui ont joué dernièrement de la Ligue nationale, d'une petite ville ici à Sorel. Fait que c'est le fun de se retrouver année après année. Puis, c'est des bons jeunes qui s'impliquent puis qui veulent redonner aussi dans leur communauté. Dis-moi, est-ce que tu regardes les matchs de la finale de la Coupe Stanley? Je veux dire, dans leur ensemble, t'installer puis les regarder au complet? Je regarde, peut-être pas systématiquement. Mais oui, écoute, c'est une bonne série. Les séries en général ont été excitantes, ont été le fun à regarder. Puis la finale ici, même rendu où on est, c'est difficile de voir qui va gagner assurément. Es-tu surpris de voir à quel point c'est offensif, le nombre de buts effarants qui se marquent dans cette finale de la Coupe? Je dirais oui puis non. C'est comme ça que la saison était. On a vu plus de buts cette année. Je pense un peu ça s'est juste poursuivi dans la série. Oui, c'est vrai. Je dirais qu'avant, dans les séries, tout se serrait peut-être un peu plus. Puis la défensive était plus serrée. Il y avait moins de buts, mais je pense que les jeunes ils ont tellement de talent, tellement de... ils cherchent tout le temps des nouvelles façons de compter plus de buts. Puis ça se monte encore dans les séries. Marc-André, le Wild a fait vivre de belles et grandes émotions aux partisans du Minnesota cette année. Qu'est-ce qui manque à ton ancien club pour passer vraiment à la prochaine étape, là, pour atteindre la finale et peut-être soulever la Coupe? Je crois qu'ils pas beaucoup. Écoute, la parité à travers la Ligue nationale est quand même très proche, très bonne. Des fois, mettons... Durant la saison, je pense que le Wild l'ont très bien fait contre Vegas, puis un petit peu moins contre Colorado. Fait que, des fois, c'est juste le match-up entre deux équipes qui peut être avantageux ou non. Mais je sais qu'il aimerait ça peut-être aller chercher un joueur offensif durant la saison morte, donc ça reste à voir. Mais je pense aussi le classement n'aide pas non plus, en ayant à devoir jouer Dallas en première ronde puis Colorado en deuxième ronde. Ça commence quand même les séries difficilement, comparativement à auparavant, ce que c'était 1 contre 8, 2 contre 7. Je pense que ça l'aidait peut-être à faire un bout de chemin un peu plus. As-tu l'impression que ton chum Bill Guérin, l'architecte du Wild, a brûlé beaucoup de cartouches en mettant beaucoup d'œufs dans le même panier, le panier de la saison qui s'est terminé avant le terme attendu, probablement par Guérin lui-même? Et as-tu l'impression, la sous-question, qu'il pourrait manquer de ressources avant longtemps pour justement atteindre l'étape suivante? Mais c'est sûr qu'il a donné beaucoup de bons jeunes atouts pour Hughes, mais je pense... de mon côté, en tout cas, je crois que ça valait la peine. Il a vraiment été un gars qui a changé l'allure du Wild durant la saison. Il crée de l'offensive avec quand tu crois qu'il est pris, qu'il n'y a rien, mais il crée toujours, il trouve des façons de créer. C'est un gars qui joue quasiment presque 30 minutes par match, il patine tellement bien. En fait, peu importe ce qui va arriver cet été ou qui n'arrivera pas, je pense que ça valait la peine d'aller chercher ou de donner les jeunes pour après chercher un bon joueur comme Hughes. As-tu été surpris de voir Torts débarquer derrière le banc de ton ancien club à Vegas? Oui puis non. Je te dirais un peu surpris que c'est arrivé aussi tard dans la saison.
Mais en même temps, John a quand même eu les premières saisons qu'il a eues avec leurs équipes, je pense qu'il a quand même bien fait. C'est un gars d'expérience. Les gars qui ont joué pour aussi ont toujours eu quand même des bons mots pour lui. Fait que tant mieux pour lui quand il est arrivé en fin de saison comme ça, puis il a un énorme succès à Vegas. La Ligue nationale, c'est souvent une affaire de courant, de mode, un peu suiveux, tu me permettras celle-là, là, mais tu sais, Torts débarque parce que quelque part, on a vu les succès remportés par Joel Kenville de retour finalement derrière un banc à Anaheim. Rick Bowness, la même affaire. Lindy Ruff à Buffalo. Là, il y a Peter Laviolette, qu'on croyait parti à jamais, qui rebondit derrière le banc des Kings à Los Angeles. On a prêté des intentions aux Oilers d'embaucher Mike Babcock. C'est vraiment une affaire de mode dans la Ligue nationale, Flower, non? Ouais. Laviolette, il en a signé à Los Angeles aussi. Mais ils ont quand même une job pas facile. T'sais, souvent, quand une équipe... je pense plus qu'auparavant aussi, quand une équipe va pas trop bien, les coachs, on dirait c'est pas trop long qu'ils peuvent perdre leur emploi puis revenir ailleurs quelques années plus tard. C'est pas facile, mais comme tu as dit, c'est des gars d'expérience que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans la game puis qui savent comment gérer un club, savent gérer les jeunes, les moins jeunes. Donc, ouais, c'est bien pour eux qu'il y ait cette opportunité-là de rester et d'avoir du succès dans la Ligue nationale. Marc-André, je suis particulièrement content parce que ça fait plusieurs entrevues qu'on fait depuis la retraite et c'est la première fois que je te pose aucune question sur « Puis, as-tu encore des fourmis? Aurais-tu le goût de retourner gauler? » Je pense que la boucle est enfin bouclée, du moins dans mon cas, puis je veux pas le savoir dans le tien. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous encore. Bravo pour l'implication et cette année, au profit de la Fondation du Cégep Sorel-Tracy, au plaisir de te reparler l'an prochain, mon ami. Merci, JC. Bonne journée à toi. Alors voilà, c'est la fin. C'est la fin de la saison 7 de JC. Et la plus extraordinaire nouvelle, c'est que notre rendez-vous de conversation sportive quotidien est de retour pour une saison 8 dès le lundi 21 septembre prochain à 17h. Ce rendez-vous, il n'existe pas si vous n'êtes pas là. Et il s'est passé une magie en valeur ajoutée cette année, à savoir que ce que le Canadien nous a fait vivre nous a permis de le vivre ensemble ici entre 17h et 19h, à plus forte raison, en valeur ajoutée. Nous avons atteint des sommets d'écoute jamais égalés auparavant dans l'histoire de cette quotidienne. Et on se tourne vers l'avenir avec un enthousiasme débordant, de manière à viser la 2000e à travers la 1500e au cours de la saison prochaine, la 8e. Alors, le merci de nous tous et toutes, à vous tous et toutes, est très sincère, très profond et entier, parce qu'on sait que sans vous, on n'est pas là. Ne l'oubliez jamais. Vous avez une importance capitale. Vous êtes l'essence dans le réservoir, l'eau source de vie qui nous permet de respirer, d'exulter, de vous sourire, de discuter, d'échanger, de s'obstiner avec vous, de vous aimer profondément. Parlant d'aimer profondément, personnellement, je ne suis pas là sans eux. Le réalisateur de cette émission est Stéphane Simard. Je te salue, Paul Leduc. Son frère est Joe Leduc, ou Pierre Lindley, qui a perdu ses cheveux en même temps que moi, ou à peu près. Lui, c'est Thomas Gill. Il travaille dans le coin, mais il est bien sociable pareil. C'est le monteur de l'émission. Il y a une kyrielle d'autres travailleurs de l'ombre, notamment Mario Pogo. Tiens, on aperçoit Christian Brunet, là, qui est là aussi, toujours proche de l'émission. Mario Pogo Archambault, que l'on salue, dont nous a parlé tantôt Philippe Boucher, bien entendu. Et tous les autres, toutes les autres, les travailleurs, travailleuses de plateau ici, qui nous font bien paraître. Je salue également Mathieu Bédard, que vous voyez à l'antenne maintenant, parce que TQ, c'est ça qu'il voulait faire dans la vie. Mais que voulez-vous, il est devenu, au demeurant, le meilleur dans sa profession de producteur de segments, producteur au contenu et producteur à la recherche. Sans ces gens,
Moi, je suis pas là. Sans ces gens, c'est pas le fun. C'est vraiment du travail. Là, c'est juste du plaisir. Et le plaisir reprend, je vous le rappelle, pour une saison 8, lundi le 21 septembre prochain, dès 17h. Et pour cette prochaine saison, et toutes celles qui ont précédé, mon dernier merci est à mon ami et patron Louis-Philippe Neveu. LP, j'étais dans le cœur. T'es un gars de parole. C'est à la vie, à la mort, mon chum. À vous toutes et tous, salut. Bon été. On se retrouve le 21 septembre. Plus en forme que jamais. Salut.